Bond. James Bond. James Bond. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Jeudi Politique Libre Antenne. Ce soir, nous recevons la Martinique citoyenne. Tout le monde c'est moun, en la personne de Madame Nathalie Josse. Bonsoir Madame Josse. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Zouk Télévision. Merci à vous. Monsieur Olivier Jean-Marie, merci d'être avec nous sur le plateau de Zouk Télévision. Merci, bonsoir à la Martinique, bonsoir à vous. Ben, nous regardons un petit peu plus loin que la Martinique quand même. Hein. Nous avons beaucoup de... En fait, sur toute la Caraïbe, les gens regardent bien Zouk Télévision. Même en Europe. Hein. Même en Europe. Grâce à Numéricam, nous sommes distribués aussi en métropole en Europe. Bonsoir le monde alors. Oui, je crois. Bonsoir le monde. Bonsoir Jean-Jacques. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Manon, bonsoir Monsieur Olivier Jean-Marie, bonsoir Madame Nathalie Josse. Bonsoir. Et je voudrais juste dire avant de commencer, eh bien que la politique, franchement, la politique c'est quelque chose, c'est un art noble. Et c'est dommage que des gens s'en désintéressent, soit par ignorance, soit parce qu'ils ont l'impression que ceux qui font de la politique ne sont pas sincères et s'en détournent. Et je trouve dommage. Et nous sommes justement là en tant que citoyens. Pourquoi les choses changent? Mais est-ce que les choses changent véritablement? Il a pris sa carte chez vous, Jean-Jacques? Eh bien, il faudrait, hein, parce que c'est exactement ça. Il a compris le message à faire passer. Bien, bien, Jean-Jacques. Bien. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bien sûr, Martinique, Guadeloupe, Guyane et les îles de la Guadeloupe. Merci beaucoup de votre fidélité. Alors, tout le monde sait, Martinique citoyenne, à ça fait quoi, un mois et demi des élections.
de la CTM où vous avez fait 3,21% des voix, c'est-à-dire 3868 personnes qui ont mis leur bulletin de vote pour vous. Quel est le regard que vous portez après un mois et demi sur ces élections, sur le déroulement des élections, sur la campagne, sur les gens qui vous ont poussé, aidé, participé ou ceux qui vont peut-être aussi être des détracteurs? Quel regard que vous posez sur tout ça maintenant, Madame Josse? Alors, tout d'abord, si vous permettez, vous voudrais profiter de votre antenne pour remercier justement tous ces gens-là que vous venez de citer, tous ces électeurs qui ont porté leur suffrage sur Martinique citoyenne, parce que c'était des idées novatrices, c'était des idées nouvelles. Et donc, voilà, je pense qu'ils ont fait un choix qui est pertinent, un choix qui est courageux. Voilà. Et donc, on voudrait vraiment remercier ces 3865 personnes d'avoir voté pour Martinique citoyenne, et bien sûr aussi tous les sympathisants, tous ceux qui ont été bienveillants, même ceux qui n'ont pas voté pour nous, mais qui avaient beaucoup de bienveillance, qui nous ont encouragés. On a rencontré beaucoup de Martiniquais qui nous ont encouragés. Et je ne sais pas si Olivier aura le même ressenti, mais je crois que nous, on a eu une campagne quand même extrêmement bienveillante. Parce qu'on n'a pas rencontré, bien sûr, il y a toujours des oppositions un peu vives, il y a toujours de la stigmatisation. Mais d'une façon générale, je crois qu'on a fait une très belle campagne, avec des idées très riches, avec des rencontres extrêmement intéressantes, extrêmement enrichissantes. Et ça nous a beaucoup, beaucoup apporté. Et je crois qu'on a aussi apporté quelque chose de nouveau dans le paysage politique martiniquais, et que les idées que nous avons amenées, eh bien, elles ont fait leur chemin, et qu'on a fait bouger les lignes en tous les cas. Olivier? Oui, donc je me joins à Nathalie pour remercier donc, tous les électeurs qui nous ont soutenus, mais aussi toutes les personnes de la société civile, tous les habitants qui nous ont accueillis chez eux pour organiser des réunions, les médias comme vous, comme Zouk TV, qui nous ont aussi ouvert la porte. Ce n'était pas le cas de tous les médias en Martinique. Donc merci à Zouk TV, puisqu'on a eu l'occasion d'être interviewé et aussi de réaliser le tirage au sort sur votre grand plateau. Et puis merci aussi à tous les colistiers de Martinique citoyenne, à tous les membres aussi sympathisants qui nous ont aidés à faire des films, à faire des vidéos, à faire des photos, à coller des affiches. Donc un grand merci. Cette campagne-là, il y a plus de 3868 personnes qui nous ont aidés. À toutes les personnes qui nous ont aidés financièrement aussi, qui ont permis que cette aventure aboutisse, c'est-à-dire que des citoyens ordinaires puissent faire partie du débat politique et médiatique à l'occasion donc, de l'élection de la CTM. Donc un grand merci. Et puis il est clair que notre discours a apporté, au-delà de ce résultat-là. Il y a beaucoup de gens aussi qu'on a rencontrés qui nous ont dit « j'ai pas voté pour vous ». Mais merci de votre fraîcheur, de votre apport, ça fait plaisir. Alors chaque fois je leur demande mais qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer cette partie-là. Alors certaines personnes m'expliquent que par tradition familiale, ça fait longtemps qu'ils votent, qui au PPM, qui au MIM, et que bon. Donc on espère qu'au cours des prochains mois, des prochaines années, on va arriver à convaincre ces personnes-là de nous soutenir vraiment, que ce soutien-là se traduise aussi dans les urnes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement, Martinique, de ces personnes qui sont déjà encartées ou que par tradition familiale votent pour un parti? Est-ce que ce ne sera pas difficile pour vous justement de convaincre ces personnes puisqu'ils sont déjà encartés, ils ont déjà leurs idées, pour eux c'est Tala qui, puis nous, c'est plus Tala nouillé, ne va quand même coûter ces autres-là. C'est une question de temps. Moi, je rappelle souvent qu'en 1983, lors des premières élections régionales, Alfred Marie-Jeanne recueillait 2,9% de ses suffrages. En 1986, il faisait moins de 5%. Donc aujourd'hui, il a fait 2 mandatures, il en fait une 3e. Donc c'est une question de temps. Et comme aujourd'hui, les choses s'accélèrent, donc je pense qu'on progressera beaucoup plus rapidement. Donc avec le temps, le renouvellement aussi de l'électorat, aussi, on arrivera à convaincre beaucoup plus rapidement de plus en plus de personnes. Alfred Marie-Jeanne, c'était quand même un personnage déjà dans le sport, parce qu'il était quand même président de l'IAC Rivière-Pilote, donc on savait qui était Alfred Marie-Jeanne. Donc on pourrait dire que ce résultat qu'il connaît, ces résultats qu'il connaît maintenant, c'est peut-être dû à sa personnalité. Mais ça le sortait du lot.
Mais pour Martinique citoyenne, est-ce qu'il faut rester... Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans le lot, justement? Qu'est-ce qui vous différencie? Parce que vous avez beaucoup d'idées novatrices, mais qu'est-ce qui fait que ça pourrait sortir et qu'on vous remarque? Ben, le temps, le fait que les médias ouvrent leurs portes, comme vous le faites, et je vous en remercie à nouveau. Et puis surtout, le fait que nous soyons tenaces dans le temps, je pense que ça paiera très 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 rapidement aux prochaines élections. Voilà, et puis si vous permettez, je pense qu'on est là peut-être dans une des problématiques de Martinique citoyenne, c'est vraiment de changer ce réflexe du vote. Donc nous, notre ambition, c'est justement la formation du citoyen, c'est apprendre aux citoyens, apprendre aux Martiniquais la politique, mais la politique au sens large dont vous parliez, la politique au sens noble, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité pour justement ne plus avoir ces réflexes électoraux qui fait qu'on vient, on met un bulletin dans l'urne, 6 ans après on revient, on remet un bulletin dans l'urne, soit pour le même, soit pour changer parce que tu n'as pas tes bons, bon, on va voter bâtard. Et pendant 6 ans, il y a un grand vide en matière de citoyenneté. Donc c'est vraiment là tout le travail que nous devons faire et que nous avons l'intention de faire sur le terrain. Former les citoyens à la chose politique, leur apprendre à décoder les partis politiques, à décoder les élections aussi, à décoder ce qui fait la politique. Par exemple, la collectivité territoriale de Martinique. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui est en charge des commissions? À quoi servent les commissions? Il faut que les gens comprennent comment se passe la politique pour s'approprier la politique et avoir des choix judicieux. Mais ils peuvent le faire, hein, ils ont la possibilité de le faire. Oui, mais il faut les amener à le faire parce qu'ils ne le font pas. Donc notre travail, c'est justement de les amener sur ce terrain-là. Et puis je termine vraiment très rapidement en 2 mots en disant sur les médias, hein, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez. Je crois qu'on a aussi un gros travail à faire au niveau des médias parce qu'on a vu, hein, les choses étaient un peu compliquées au niveau des médias. Et c'est vrai, sans flagornerie, vraiment, je remercie Zouk TV de nous avoir ouvert les portes, de nous avoir permis de faire notre tirage au sort, parce que je trouve qu'on a besoin de ça. On a besoin de cette pluralité-là. On a besoin que les médias fassent leur travail et permettre à des formations comme nous, et comme les autres aussi, hein, comme tous ceux qui se présentaient, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens d'expression, etc., de s'exprimer. Et ça, c'est extrêmement louable. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais à mon tour vous remercier parce que j'ai trouvé cette idée très originale et nous étions à Zouk Télévision très contents de vous recevoir, très fiers que vous fassiez votre tirage au sort chez nous, enfin, sur le plateau de Zouk Télévision. Et vraiment, ça nous a... j'ai été vraiment époustouflé par cette idée. Et Madame Jos, vous m'expliquiez que ça existait déjà dans d'autres pays, ce genre de tirage au sort pour permettre aux citoyens d'arriver à la chose politique. Alors, c'est bien d'avoir rappelé les scores de M. Marie-Jeanne au départ. Ça permet justement de se dire, bon, tout espoir n'est pas perdu et à force de travail, et ça permettra aux Martiniquais de comprendre les nouvelles échéances à venir parce que je présume que vous n'êtes pas arrêté, vous allez continuer dans la chose politique, vous allez continuer à apprendre aux citoyens à appréhender peut-être la chose politique. Oui. Mais pas finir avec ça. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'était pas un coup. Hein. C'était un projet réfléchi, mais c'était un projet. Donc, il y avait le projet élection. Et là, on est en train de structurer donc, le projet, je dirais, association et action sur le terrain. Donc, on est en train de structurer donc, une association. Et d'ici le mois de mars, on vous informera, on permettra à tous ceux qui veulent nous rejoindre, parce qu'ils sont nombreux, on rencontre beaucoup de gens, il y a beaucoup de messages Facebook aussi qui nous demandent comment faire pour rejoindre Martinique citoyenne. Donc on est en train de préparer un cadre qui permettra d'accueillir toutes ces nouvelles énergies-là, justement pour faire émerger une nouvelle culture politique. Donc certes à l'occasion d'élections, mais il y a chez nous aussi des gens qui ne sont pas très branchés élections, qui sont plutôt branchés projets, actions quotidiennes sur le terrain. Donc à la fois dans la société, à la fois au niveau des élections, on va rassembler donc des énergies, des intelligences, des émotions pour pouvoir faire changer notre Martinique. Alors ceux et celles qui ont fait partie de votre liste, est-ce qu'ils continuent avec vous et comment ils ont vécu cette aventure? Parce qu'il y a plein de personnes qui étaient là qui n'avaient jamais fait de politique. Alors certains veulent continuer donc, dans le champ électoral et d'autres veulent continuer dans le champ, je dirais, sur le terrain, à l'action quotidienne, action citoyenne. Mais je crois que tout le monde a apprécié cette expérience-là.
Parce que c'est vrai que c'est aussi une autre façon d'appréhender la politique et se mettre en posture de candidat, ça permet d'appréhender, je dirais, la complexité aussi, la complexité du rôle d'élu, se projeter en candidat et peut-être en élu aussi. Ça permet de relativiser les choses. On voit que les choses ne sont pas si faciles que ça. Et donc, je pense que c'est un apprentissage bénéfique pour tout le monde. Mais est-ce que, justement, ça n'a pas arrangé un peu les affaires d'Olivier Jean-Marie? Parce que, bon, oui, oui, parce qu'il y a eu ce tirage au sort. Hein, donc, bien. Le fait que Martinique Citoyenne n'ait pas pu atteindre les 10%, on va mettre ça, comme on va dire ça comme ça, puisqu'il n'avait pas été retenu, puisqu'il y a eu un vote, un tirage au sort, qui n'avait pas retenu par le tirage au sort. Est-ce que quelque part, ça ne vous satisfait pas cette situation? Non, pas personnellement, vraiment. Je parle. Non, personnellement, non. J'aurais préféré très clairement être sur la liste. Et j'ai accepté la règle du tirage au sort qui voulait que, il n'y avait pas de place déjà donc, destinée à X, Y, Z. Et non, moi j'aurais très clairement préféré qu'on passe les 5%, qu'on passe les 10%, qu'on ait des élus, parce que notre voix aurait été entendue de façon plus efficace. Donc, non, j'ai personnellement été déçu de ce résultat-là. J'aurais espéré qu'on fasse plus, 5%. Et l'idée aussi, c'est que l'engagement politique ne se résume pas à la place sur une liste. Contrairement à l'idée qu'on véhicule et qui fait que certaines personnes se désintéressent de la chose politique. Et on s'engage en politique, selon moi, pour faire avancer des idées, pour les faire partager. Et pour revenir à l'expérience aussi qu'ont connu nos colistiers aussi, ils ont connu aussi comment on construisait, on réfléchissait ensemble au programme, parce que le programme, on l'a conçu ensemble. Donc, au cours d'ateliers thématiques qu'on a réalisés au cours des mois de septembre, octobre, novembre. Donc cette mise en mouvement collective là aussi a été extrêmement fructueuse pour tout le monde. Alors, si vous aviez atteint les 5%, vous auriez été sûrement sollicité par d'autres partis. Quelle aurait été votre réponse? Bon, nous, peuple a refusé la main tendue de rejoindre le parti de M. Marie-Jeanne. Si vous aviez eu plus de 5%, est-ce que vous auriez accepté une fusion? Écoutez, là, on aurait discuté. Comme nous, on prend nos décisions de façon collective, et que la situation ne s'est pas posée, on n'a pas réfléchi de façon collective à cette... Mais est-ce qu'on vous a sollicité? Oui, on a reçu des appels. On a reçu des appels entre deux tours. De qui? Des gens qui étaient au Non, mais ce sont des gens qui tour. sont clairs, Mano. Ce sont des gens qui sont clairs, qui disent les choses clairement. Et donc, n'est-ce pas, Madame Josse? Oui, mais tout à fait. Nous, on n'a rien à cacher, on est dans la transparence. Mais on a reçu des appels De de tous. De la liste PMN comme de la liste Grand Assemblée. Pas des appels officiels. Bien sûr. Certaines personnes, même des militants qui nous disent qu'est-ce que vous faites et tout. Bon, c'est le jeu, après tout. Mais bon, on n'avait pas... Voilà. alors, on n'a pas donné de consigne de vote pour le deuxième tour parce qu'on estime que les électeurs sont assez autonomes pour choisir en leur âme et conscience. Mais donc, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Donc, très clairement. Est-ce que l'alliance entre le Grand Assemblée et Bas-Pays en Chance vous a heurté? Ou comment vous avez analysé ça? Parce que j'ai entendu l'alliance de la honte. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été contre nature de ça. Est-ce que vous, jeunes politiques, comment vous avez vécu ça? Comment vous trouvez ça, cette alliance? C'est un peu surprenant. C'était un peu surprenant. Mais... si nous sommes des partisans de l'intelligence collective, donc si on peut dépasser les clivages idéologiques pour pouvoir donc, travailler donc, au bien commun, tant mieux, tant mieux. Après, nous avons quand même beaucoup de questions et nous serons très très vigilants sur la mise en œuvre donc, de cette alliance-là. Alors, parce qu'il y a eu un pacte de gestion qui a été signé. Donc, qui trace de grandes lignes, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est des programmes. C'est-à-dire qu'il y avait le programme de Bas-Pays en Chance, il y avait le programme donc, du Grand Assemblée, et on ne sait pas en fait quels sont les éléments qui ont été retenus, qui seront retenus. Par exemple, Bas-Pays en Chance avait prévu un pont, le pont du littoral, ou un viaduc à Fond-Laillé, un zénith
par exemple de 6000 places, une résidence pour les étudiants en France. Bon, il y avait beaucoup de projets comme ça et là, on est dans le flou. On ne sait pas exactement ce qui a été retenu donc dans les programmes de chacun, qui sera mis en place, qui sera priorisé. Et donc nous, ce qu'on Alors, souhaite... vous allez rester dans le flou, et vous n'allez, parce que vous aviez parlé de vigilance à un moment. Ben justement, donc là, très clairement, là, c'est une manière aussi de demander aux élus actuels qui ont le pouvoir qu'ils clarifient le rapport programmatique. C'est-à-dire quels sont les éléments qu'ils vont prioriser dans les programmes de listes. Qu'est-ce qui va être mis en œuvre et quand est-ce, avec quel calendrier? Parce que là aussi, par exemple, dans le programme de Bas Pays en Chance, il y avait un calendrier. Il y avait un calendrier donc, du déroulement du programme. Que devient ce calendrier-là, par exemple? Et quel est le nouveau calendrier? Donc ce sont toutes ces questions-là que nous nous posons sur cette alliance-là. Mais quand des Martiniquais se mettent ensemble pour travailler ensemble, ben, tant mieux. Et pour tout vous dire, comme on est tout à fait transparent, personnellement, j'ai voté pour cette alliance-là. Donc je serai d'autant plus exigeant vis-à-vis de cette équipe-là. Alors, la liste de Bas Pays en Chance, je crois, s'occupe de la partie économique. Hein. Un petit peu Miguel Laventure et au conseil exécutif. Madame Mousseau s'occupe du tourisme. Enfin, Yann Monplaisir aussi, du côté de l'Assemblée. Je crois que le deal, c'est un petit peu ça. Ils vont hériter, entre guillemets, de la partie économique. Et les autres partis, enfin, le Grand Assemblée, le reste. Enfin, je n'ai pas encore reçu M. Monplaisir ici pour qu'il nous dise exactement ce qu'il en est. Mais je vais, évidemment, lorsqu'il viendra, lui demander des clarifications sur ça. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, nous, pendant toute la campagne, on s'est battu pour justement qu'on casse cette manière de penser-là, cette manière de penser cloisonnée. On pense l'économique, le social, l'environnement, le culturel, et tout ça est lié. Tout ça est lié. Donc, certes, il y a ce deal-là qui était passé, mais nous, électeurs et citoyens, on est en droit, une fois passé les délais que je comprends de mise en place, d'organisation, d'audit, tout ça. Une fois que tout ça s'est passé, il faut qu'ils nous expliquent comment ils vont mettre en œuvre leur projet. Et le président Marie-Jeanne, dans ses vœux que j'ai ici là, a appelé donc à co-construire une société plus harmonieuse, plus humaine et plus juste. Mais il faut qu'il puisse nous dire quels moyens il va mettre en œuvre pour co-construire. Et c'était une de nos valeurs importantes, la co-construction, la participation, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc je suis heureux qu'il puisse porter ce discours-là, mais nous, ce qu'on demande, c'est bon, comment on le fait? Et puis nous, citoyens, comment on peut participer? Nous, on est avides de participer. Mais vous aviez parlé de ça, justement. Mais bien comment sûr. associer justement la population aux décisions? Eh ben, Comment? c'est exactement ça. Ah ben, comment? Ben, il faut créer des espaces. Il faut créer des espaces. Il faut qu'on soit d'accord sur les méthodes, sur les calendriers. Il faut qu'il y ait des moyens humains. Par exemple, je n'ai pas vu, par exemple, dans la liste des commissions sectorielles, une commission qui serait dédiée à l'élaboration d'un projet en commun, par exemple. Il faut mettre donc des salariés, donc des fonctionnaires qui soient dédiés à ça. Il faut des élus à ça. Et là, pour l'instant, on est dans le flou. Mais ça ne fait qu'un mois. Ça ne fait qu'un mois que cette équipe-là est en place. Donc laissons à cette équipe-là le temps de mettre en place. Mais après 2 ou 3 mois, on sera en droit d'attendre un certain calendrier, des méthodes pour co-construire cette société-là. Et nous, on est prêts à participer à cette co-construction-là. Alors, M. Nilo disait que les salaires ne seront peut-être pas assurés pour le mois de février. Il a dit ça il y a quelques semaines déjà. Est-ce que vous pensiez, si vous étiez arrivé aux affaires, trouver une telle situation catastrophique financière, de ne pas pouvoir assurer, semble-t-il, les salaires du mois de février? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous auriez pensé à avoir à gérer un tel problème? Alors que depuis des mois et des mois, des années, on savait qu'on rassemblait tout. À chaque fois qu'une équipe nouvelle prend le relais, il y a toujours des problèmes de financement. On ne trouve jamais la situation idéale de gestion que l'on voulait. On l'a vu en Corse, par exemple, ils sont exactement dans la même situation.
où les nouveaux élus indépendantistes ont clairement dit que la situation était plus que catastrophique en matière de finances. Donc, il fallait un peu s'attendre à ça aussi. Hein. Donc, bon, quels sont les comptes réels? Là encore, je crois qu'il y a une transparence absolue à avoir là-dessus. Et je crois qu'il ne faut pas non plus crier au loup et désespérer un personnel qui est déjà fragilisé par une fusion qui est une nouveauté. Donc, je crois qu'on a besoin de sérénité. Donc, si vraiment, enfin, d'après ce qu'il me semble, il y a des procédures pour que les salaires soient assurés au moins pendant 3 mois. Donc, l'ancienne présidence a assuré que les choses avaient été faites. Donc, je crois que véritablement, à moins qu'il n'y ait un vrai péril en la demeure et qu'il y ait une vraie urgence que les salaires ne soient pas assurés, mais je n'en suis pas très sûre, je crois qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là du tout. Que c'est extrêmement dangereux. Et là, on est un peu dans le jeu politicien qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être là. Il faut être responsable. Je voudrais juste, avant de continuer, revenir sur ce qu'Olivier disait, sur 2 choses. D'abord, sur le fait qu'il faut arrêter vraiment de sectoriser les thématiques. C'est vrai que je crois que c'est quelque chose d'extrêmement négatif parce que déjà, on n'est pas dans une vision, on n'est pas dans un projet partagé et ça nous handicape beaucoup. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que tout le monde peut partager et se dire on y va, on va vers ce projet-là. Et voilà. Donc on est dans une gestion, j'allais dire à la petite semaine. Bon, c'est pas vraiment ça, mais on est vraiment dans la gestion. Au lieu d'être dans un projet, d'être dans de la gouvernance. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que donc, il ne faut pas sectoriser. Pourquoi? Parce que vous disiez, bon, Bappé en chance s'occupe de l'économique et puis le reste, il s'occupe du social, de la santé, etc. Mais ça ne marche pas parce qu'on voit, par exemple, avec une épidémie comme le Zika, le Zika, ça concerne le tourisme, donc Mme Mousso est concernée, mais ça concerne aussi la santé. Donc M. Carole, avec la commission santé dont il participe, ça concerne l'économie, mais ça concerne aussi, enfin, ça concerne tous les secteurs. Donc vous ne pouvez pas dire. Voilà, donc il faut vraiment que ces commissions-là travaillent ensemble, s'asseyent ensemble et disent, bon, on a un problème épidémique de santé, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tous sont concernés, donc il faut vraiment arrêter, il faut vraiment travailler à la transversalité des thématiques, c'est extrêmement important. Et puis sur la fusion, moi je crois que quelle que soit une fusion en soi ne peut pas être une mauvaise chose à partir du moment où il y a un objectif et où il y a des fondamentaux dessus. Mais il faut savoir à quoi c'est. On fait une fusion, pourquoi? On s'associe, pourquoi? On s'allie, pourquoi? Aujourd'hui, je crois que le ressenti un peu, et par exemple l'ancienne équipe, on l'a vu aussi, on a eu un ressenti de conquête du pouvoir, c'est-à-dire s'allier, pour aller vers un seul but, c'est la conquête du pouvoir, pour conquérir le pouvoir. Et la même chose avec l'équipe en place, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression d'une fusion juste pour prendre les rênes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on se dit, bon, voilà, on va s'allier parce qu'on a un projet et on veut qu'il aboutisse ensemble? Non, je crois que ce qui décrédibilise beaucoup les partis politiques, c'est ça. C'est la seule conquête du pouvoir qu'ils semblent avoir tous ensemble. Et derrière, je crois que la vision commune n'est pas mise en avant, n'est pas bien explicitée en tous les cas, et parfois elle est inexistante, il faut bien le dire, inexistante. Il faut bien dire que souvent on a l'impression que c'est des alliances de conquête, point barre, et que ça ne va pas plus loin que ça. Et donc je crois que tout ça, ça participe justement à la démoralisation des citoyens et puis bon, voilà, leur éloignement de la chose politique. Donc je crois que si fusion il y a, s'il y a des alliances, s'il y a des regroupements, je crois qu'il faut qu'ils se fassent vraiment dans toute la clarté et sur un projet que les citoyens puissent s'approprier. Bien. Alors, ça coûte cher une campagne électorale. Vous n'avez pas atteint les 5%, donc vous ne serez pas remboursé, je crois, par la préfecture, on fait par l'État. Vous avez organisé une soirée pour vous permettre de rentrer de l'argent pour payer. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et puis nous dire si vous avez déjà suffisamment d'argent, si cette soirée a très bien marché, ou si vous avez encore besoin d'aide des Martiniquais et des Martiniquaises pour vous aider à... Pour soutenir la démocratie. Voilà, pour soutenir la démocratie. Tout à fait, très bien. Alors, juste un complément de réponse sur les salaires, le paiement des salaires. Cette question pose aussi la question de la transparence. Donc, c'est la capacité des citoyens à pouvoir évaluer la véracité de telle affirmation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, citoyens ordinaires,
Donc vous avez une partie qui dit les salaires risquent de ne pas être payés fin février, et donc l'autre partie qui dit mais non, les comptes sont en équilibre, tout va bien. Et puis nous, quels sont les outils que nous avons pour pouvoir vérifier la véracité des dires des uns et des autres. Donc si les comptes du Conseil régional, du Conseil général étaient publiés, si les citoyens étaient formés à les comprendre aussi, si les partis politiques faisaient ce travail-là de formation des citoyens-là, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation-là. Et puis ça pose aussi la question de la transmission. C'est-à-dire que quand vous êtes persuadé que vous allez gagner, quand vous êtes persuadé que c'est vous qui serez là au mandat suivant, très clairement, vous n'avez pas besoin de mettre les choses au clair, au carré, vous faites votre petite cuisine. Une fois que vous avez gagné au mandat suivant, vous allez vous arranger. Donc c'est comme ça que ça se passe aussi. Et c'est pour ça que nous militons pour un mandat unique et un mandat non renouvelable. Parce que ça imposerait aux élus déjà de se mettre en disposition de transmettre des dossiers à des équipes qui donc, succéderaient et qui ne perdraient pas énormément de temps à dénouer des fils difficiles, quoi, inextricables. Donc mandat unique et mandat non renouvelable. Mandat unique et mandat non renouvelable. Et comme ça, dès que l'élu entre en fonction, il sait qu'il devra quitter à l'élu suivant, qu'il soit de son bord ou quelque chose de clair, de lisible. Il sait qu'il a une obligation aussi de résultat sur un mandat qui est de 6 ans quand même. Et en 6 ans, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on fasse l'audit à la région pour savoir exactement où on en est sur l'argent? Oui, Bien sûr qu'il faut faire un audit, mais il faut faire aussi un audit de façon transparente et de façon pédagogique, de façon partagée aussi. Bien sûr qu'il faut faire l'état des lieux, mais normalement, en fait, l'équipe sortante aurait dû laisser déjà un état des lieux. D'autant plus que cette équipe-là gérait à la fois le département et la région. Oui, mais vous venez de dire qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner. Mais voilà. C'est une des perversités de la... Et il ne faut pas faire un audit pour stigmatiser, mais bien un audit pour avancer. Il ne s'agit pas de faire un audit pour dire, regardez comment il y a eu qui s'est laissé, il n'y a pas qui rien. Il y aura Faire un toujours une audit pour dire exploitation vraiment, politique de la voilà où chose, on en est, voilà où on peut arriver, voilà où on veut arriver. Il ne faut pas que l'audit dure 2 ans. Il ne faut pas nous raconter l'histoire. Hein. Donc, sur la soirée, sur la soirée. Et le juste monde avant des la caisses, soirée, encore une fois, je crois que les médias aussi ont un rôle important à jouer. Parce que oui ou non, les salaires ne peuvent pas être versés. Je crois qu'il y a des réponses à apporter. Enfin, il y a quand même des chiffres, il y a quand même... Voilà, donc il y a une nécessaire explication de tous, des politiques et des médias, pour informer correctement le citoyen. Oui ou non, on aimerait savoir si ces salaires peuvent être ou pas versés. Alors, nous avons posé la question à M. Marissette qui dit que il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses que la loi permet, le 5/12e, enfin bon, il semblerait que les salaires vont être assurés, il semblerait. Donc, alors, revenons sur la soirée, en fait, sur les comptes. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez dépensé ou bien est-ce que c'est secret? Non, pas du tout, c'est pas secret. Et on invite les candidats aussi et les médias à faire la lumière sur ce point aveugle-là de la politique, c'est-à-dire le financement des partis politiques, le financement des campagnes électorales, parce que c'est la Orlésienne. Personne n'en parle, on ne sait pas. Mais le bruit qui court aujourd'hui, c'est qu'il semblerait qu'on chercherait à trouver la faille pour faire annuler des élections et on parle beaucoup de la partie financière. Oui. Des comptes de campagne. Des comptes de campagne. Tout à fait. On parle beaucoup de ça en ce moment. Oui, tout à fait. Parce que, si vous voulez, il y a un plafond qui est fixé par la loi, par liste. Donc là, le plafond était fixé à 165 000 euros, à peu près. Hein. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 165 000 euros en dehors des dépenses qui sont liées à l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires. Si vous dépassez les 5%. Et donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc nous, pour répondre à votre question, on aura dépensé environ 40 000 euros. En intégrant 30 000 euros d'affiches de bulletins de vote de circulaires qui ne sont pas prises en charge par
par l'État, très clairement, parce qu'on n'a pas dépassé les 5%. Et donc, où on a trouvé ces 40 000 euros-là, on est en voie de les trouver, plus exactement, il nous manque 5 000 euros, hein, très clairement, pour boucler le tour de table. Alors, ce sont des citoyens, ce sont des citoyens ordinaires, ce sont des colistiers, des sympathisants, des amis, des parents qui nous ont permis donc de réunir cette somme-là. Et là aussi, c'est une expérience enrichissante qui montre que quand on a un projet qui est crédible, ben on peut mobiliser des gens, même des gens qui n'ont pas voté pour nous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour nous, qui nous ont soutenus, parce qu'ils trouvent que c'est important que dans la démocratie, il y ait de la diversité. Il y ait de la diversité, qu'il y ait un pluralisme. Et donc, les personnes qui souhaiteraient encore nous aider peuvent encore le faire jusqu'au 31 janvier. Donc, en allant sur le site martiniquecitoyenne.fr, il y a un formulaire « Soutenir Martinique Citoyenne ». Donc, la procédure est indiquée. Et ils peuvent aussi nous appeler au numéro de portable qu'on va communiquer au cours de l'émission. On peut le dire déjà. Hein. Voilà. 06 96 56 09 72. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on peut aussi dire que cet argent-là, on peut l'enlever des impôts, l'argent qu'on... Tout à fait. C'est-à-dire que tous les dons qui sont faits par donc, des gens qui ne sont pas sur la liste donnent droit à une déduction fiscale de 66%. Donc vous allez leur donner un reçu. Il y a un reçu fiscal qui est remis. Il y a un reçu fiscal qui est remis. Et pour revenir sur votre question, donc les Martiniquais peuvent continuer à nous aider. Permettez-moi aussi de remercier tous ceux qui nous ont déjà aidés. De la Guyane. De la Guadeloupe. On a reçu des dons même de France, de l'Hexagone, de gens de l'Hexagone, de Guadeloupe aussi. Ouais. Et nous les remercions vraiment très gracieusement de cet effort-là pour la démocratie martiniquaise. Et vous disiez 66%. Donc 66% donc du montant donné sera déduit du montant des impôts à payer. Donc c'est quand même important et intéressant pour ceux qui payent des impôts. Bien. Et tous les dons sont acceptés, c'est Grendirik à plein sac. Donc, pas fait l'orgueil, nous capons ça, notre pays bas nous. Je serais volontairement provocateur. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de faire de la figuration? Parce que quand on sait que les partis indépendantistes autonomistes font plus que la majorité, ou recueillent plus que la majorité des voix, environ 80%, est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même... Est-ce qu'il y a une place pour vous? Tout le monde c'est moun. Tout le monde c'est moun. Dans la démocratie, tout le monde c'est moun. Donc la voix de chacun est importante. Et je pense que en Martinique, on a beaucoup plus parlé de citoyenneté, de démocratie participative, de co-construction qu'en Guadeloupe, qu'en Guyane ou que dans d'autres départements de France. Et si c'est le cas, c'est parce que notre voix a porté. Avec d'autres personnes, nous n'avons pas le monopole de la citoyenneté, de la démocratie participative. Hein. Mais je pense que si ces discours-là se retrouvent dans les vœux du président, ce n'est pas un hasard. Donc, nous avons pesé sur cette campagne-là et nous continuerons, nous, citoyens ordinaires, à peser sur des décisions qui nous concernent. Donc non, nous ne faisons pas de figuration, nous pesons et nous peserons encore plus demain. Est-ce que le mode de scrutin ne va pas... On s'achemine clairement vers deux blocs. Lorsqu'on regarde comment les choses se passent, on est en train de tuer les petites listes, entre guillemets, pour arriver, je parle de la CTM de cette façon-là, et quelque part, on est en train d'écarter une partie de la population, en fait, des affaires. Est-ce que vous avez cette impression avec ce mode de scrutin? Alors, c'est un mode de scrutin qui n'a pas été décidé par la population, qui n'a pas été associé du tout. Et c'est clairement un mode de scrutin extrêmement compliqué. Et c'est un mode de scrutin qui écarte, et la population s'est déjà écartée. Je vous rappelle les taux, parce qu'on n'en parle pas, on fait comme si c'est anodin, mais près de 60% d'abstention au premier tour, mais c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que les personnes qui sont en charge, là, qui sont aux responsabilités, devraient intégrer ça mais au quotidien. Et ne pas seulement penser à gagner les élections, à essayer de gagner les prochaines. Mais vous avez 60%. Donc,
il faut des réponses à ces éléments-là. Alors, par exemple, ça peut être le vote obligatoire, par exemple. Parce que Vous seriez pour le vote obligatoire? personnellement, je suis pour le vote obligatoire. De même manière qu'il y a obligé au payer impôt ou pas à payer impôt si vous voulez. Donc si le vote c'est quelque chose d'important, il faut obliger les gens à voter. Le président de l'Assemblée nationale a d'ailleurs fait cette proposition. Mais il faut soutenir ça. Il y aura des élections législatives. Ce sera l'espace pour proposer de nouvelles lois aussi. Il faut intégrer ça. Mais c'est un cancer. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en Belgique, par exemple, pour le vote obligatoire, on s'aperçoit que la citoyenneté est extrêmement active. C'est-à-dire que les citoyens belges ont pris l'habitude de participer à la chose politique. Et tout se fait en co-concertation, en co-construction dans ce pays qui, je vous le rappelle, est resté quand même 1 an et demi sans gouvernement. Donc c'est une première. Donc tout fonctionnait parce que chacun sait parfaitement ce qu'il a à faire. Et il y a un civisme et la société civile joue son rôle. Donc je crois qu'essentiellement aujourd'hui, c'est ce qui nous manque dans ce pays, c'est que la société civile puisse jouer son rôle. Sur le mode de scrutin, le président Lise à mon avis, assez conscient de son iniquité du moins. Et donc, il a promis de revenir dessus, mais je crois que ça doit être une préoccupation de cette mandature, de ces élus qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est de réviser le mode de scrutin. Je crois qu'il faut que ce soit une de leurs préoccupations majeures, parce que c'est un mode de scrutin, évidemment, qui est absolument injuste, parce qu'il ne fait pas, il n'inscrit pas la population dans sa totalité et il ne permet pas justement à chacun d'avoir sa place dans la collectivité territoriale de Cette prime de, je ne sais pas, de 11 sièges, ça vous paraît juste? Faut-il mettre une prime? Faut-il la réduire? Oui, c'est peut-être beaucoup. Il faut mettre une prime pour assurer une certaine stabilité. Mais ce qu'on constate, c'est que un des objectifs de ce mode de scrutin-là, c'était de permettre la représentativité équitable de chaque territoire, de chaque section. Or, on voit que là, le Sud est surreprésenté. Et beaucoup plus, parce que l'équipe qui a gagné a fait un score donc, très, très important dans le Sud. Aujourd'hui, on a une représentation territoriale qui est déséquilibrée. Ça aussi, on n'en parle pas. Mais il faut en tenir compte. Donc, il faut tenir compte des limites de ce mode de scrutin-là et revoir ce qui n'a pas marché. Et on l'avait déjà signalé en amont qu'il y avait ce risque-là. Et bon, il s'est réalisé. Donc, sur la prime, il faut aussi noter que cette prime-là est quand même inférieure à celle qui existait pour les élections régionales, qui était de l'ordre de 25%. Donc là, on est à 20%. Mais surtout, ce qui est très très important, c'est qu'il faut imaginer, et on fera des propositions en ce sens-là, un mode de scrutin qui permette une lisibilité, c'est-à-dire permettre à l'électeur, c'est quoi le mode de scrutin? C'est ce qui permet de transformer un bulletin de vote en un élu. Voilà. Avec ce système d'usine à gaz, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est le soir qu'on a pu comprendre qui serait élu, qui ne serait pas élu. Mais il faut donner à l'électeur aussi une lisibilité quand il met un bulletin pour savoir pour qui il vote et quel sera l'impact de son vote. Ce n'était pas le cas là, ici. Donc il faut revoir le mode de scrutin et puis il faut revoir aussi l'organisation de cette collectivité territoriale-là. Ça faisait partie aussi de nos propositions. Et toutes ces réformes-là vont permettre de sortir de cette bipolarisation, justement, de la vie politique qui est mortifère, parce qu'on se retrouve avec deux groupes qui s'affrontent frontalement. Et puis qui sont là depuis non, en fait. Donc, il n'y a pas de renouvellement. Pas de renouvellement. Et puis, c'est quand même l'incertitude des... Pardonnez-moi. Oui, mais c'est quand même le peuple, mais il n'a pas le choix, le peuple. On le voit bien. Mais ils ont quand même, malgré tout, le peuple a le libre choix. Oui, mais qu'est-ce qu'on leur propose? Il faut bien aller voter. Mais ils sont majeurs, les gens sont majeurs. Quand je dis majeurs, oui, mais le système est fait de telle sorte, socialement. Le système est fait de telle sorte qu'il ne permet qu'à de grosses entités politiques d'émerger en affaiblissant ce qu'on dit des petites listes, en affaiblissant les...
parce qu'une campagne électorale, ça coûte cher, que le mode de scrutin est compliqué quand vous n'existez pas, c'est-à-dire que nous, on l'a bien vécu. C'est difficile de faire sa place parce qu'on n'a pas vraiment accès aux médias, à tous les médias, on n'a pas l'argent qu'il faut, le mode de scrutin est très défavorable, et donc il faut vraiment être en place depuis longtemps. Et ça, c'est justement ce à quoi il faut s'attaquer, c'est cette longévité des partis, cette longévité des élus qui leur permet de s'accaparer en fait la chose politique au détriment de tous. Et ils en jouent beaucoup, ils n'ont pas envie de lâcher l'affaire. C'est leur, et on l'a bien vu. D'où votre proposition. Oui, comme il s'appelle, Michel Branchi parlait de thèse populiste fumeuse en parlant de permettre à l'engagement citoyen, parce qu'ils sont dans cette logique-là, ils sont dans cette logique d'experts que la chose politique appartient à un petit nombre, à un seul nombre, donc à ces militants de longue date qui sont là, qui sont aux commandes pour certains depuis plus de 50 ans, enfin. Je ne sais pas, mais beaucoup de ceux qui sont dans la CTM aujourd'hui font de la politique depuis plus de 50 ans. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment permettre aujourd'hui le renouvellement. Il faut permettre à des jeunes et des moins jeunes aussi d'émerger. Mais le vote obligatoire, je reste persuadé qu'effectivement, la couleur politique du pays aurait pu changer. Absolument. Et pas seulement ici, Absolument, en métropole aussi, en France aussi. En France Parce aussi. que obliger les gens à aller voter, entre guillemets, je suis sûr qu'il y a beaucoup de surprises. Il y a eu beaucoup de surprises aux élections. Donc espérons que ça puisse se faire pour les législatives ou les prochaines municipales. On verra. Oui, ce serait étonnant qu'une loi passe d'ici là. Mais c'est vrai que ça permet aussi aux gens de s'intéresser à la chose politique. Parce que beaucoup de gens s'en désintéressent. J'ai l'impression que leur voix ne porte pas. Voilà, moi j'ai rencontré des gens qui me disaient qu'ils n'ont jamais voté. Moi j'ai rencontré une dame de certain âge qui m'a dit « pas jamais aller voter, ça n'a pas intéressé moi ». Ou alors des jeunes. Mais est-ce qu'on peut comprendre ces personnes? Est-ce qu'on peut véritablement comprendre ces personnes quand ces personnes-là s'expriment de la sorte? Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce que vous, qui êtes des politiques, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ce moment-là? En fait, qu'ils subissent un peu la société, que voilà, à force de ne pas donner son avis, c'est-à-dire, c'est très symptomatique ici dans nos pays. Je parlais des départements d'outre-mer, etc., où l'histoire a un poids extrêmement important et où on ne nous a pas mis en état de citoyenneté. C'est-à-dire, bon, il faudrait peut-être avoir une explication un peu comme ça, sociologique. Je crois qu'on a raté la marche à un moment où les gens n'ont pas été pleinement citoyens de droit. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas habitués à la chose politique, à s'occuper des affaires de la cité, à s'occuper de nous-mêmes. Et donc, on a toujours pris l'habitude de se référer à quelqu'un et de donner le pouvoir à quelqu'un, si vous voulez. Aujourd'hui, on est encore dans la personnalisation de la politique. C'est-à-dire qu'on vote pour quelqu'un, on ne vote pas pour des idées. On vote pour Chabert, mais on vote pour Letchimy, on vote pour... Voilà. Mais je dis, mais avec Letchimy, il a dit quoi? Je ne sais pas, et Chabert, pourquoi tu votes pour Chabert? Mais c'est Chabert. Oh, à l'époque, Césaire. Voilà. Et je crois que Césaire y a été pour beaucoup. Césaire a vraiment, malgré lui, je pense, personnalisé ce jeu politique qui fait qu'on vote vraiment pour une personne et non pas pour des idées. Et c'est tout cela qu'il faut changer et qui est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, le score qu'on a fait, bon, il est pour l'instant... de 3,20%, mais on va progresser parce que ces idées-là, les gens les entendent beaucoup aujourd'hui, parce qu'on est passé à autre chose, qu'on va permettre aussi à des jeunes de les exprimer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se désintéressent de la politique, parce qu'ils ne trouvent pas le créneau, justement, où ils peuvent, eux, s'investir. Parce que on trouve toujours des excuses aux personnes qui quand vous êtes jeune et que vous rentrez dans un parti politique, c'est très difficile de faire sa place. Il vous faut attendre. Si vous voulez espérer être élu ou être en capacité de diriger, voilà, vous avez aujourd'hui, il faut bien attendre 20 ans pour pouvoir espérer arriver à un poste de responsabilité. Donc ça décourage beaucoup de jeunes et puis en plus, ils ont aujourd'hui besoin d'exposer leurs idées, de se mettre en situation et non pas, voilà, d'être derrière un leader charismatique ou pas. Et voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment changer cette façon de faire de la politique. Alors vous avez participé à plusieurs plateaux pendant la campagne. Comment vous avez senti vos adversaires, enfin ceux qui participaient, les autres listes? J'ai trouvé ça très intéressant à regarder. Je regardais Mme Josse qui énonçait quelques idées et j'ai un peu l'impression que sur certains plateaux de télévision, vos idées semblaient
soit donner des idées aux autres, ou encore les embarrasser, les mettre. Ils ne savaient peut-être pas quoi répondre. Est-ce que vous avez ressenti ça avec les autres personnes qui étaient. Parce que vous veniez avec des idées nouvelles. Vous avez parlé du président qui utilise une partie de vos idées. Mais est-ce que vous avez senti ça sur les plateaux? Oui, on a senti ça sur les plateaux, on a senti ça aussi dans les discours, même dans les documents de campagne aussi, quand on parle de nouvelle culture politique, d'évaluation des politiques publiques aussi. Donc oui, on a senti donc, que ces idées-là, qui ne sont pas non plus le monopole de Martinique citoyenne, ce sont des idées auxquelles nous adhérons, qu'on n'a pas inventées à Martinique citoyenne non plus, très clairement. Ce sont des idées dont l'heure est peut-être venue. Et c'est vrai qu'on a eu une démarche complètement, je dirais, décalée. C'est-à-dire que le fait de proposer une liste de citoyens ordinaires, donc qui n'étaient pas des leaders syndicaux, qui n'étaient pas des élus, qui n'étaient pas des militants politiques, tout ça, ça a un peu perturbé les habitudes non seulement de certains journalistes aussi, et aussi de certains, donc je dirais, joueurs donc habituels. Mais on a, d'après ce que j'ai vu, j'ai toujours quand même constaté dans la population et sur les plateaux un grand respect, une grande écoute. La preuve que nos idées portent. C'est l'impression que j'ai. Parce qu'à un moment, on disait, bon, on va faire les grands candidats passer, on va faire entre guillemets, les sous-candidats passer. Vous êtes insurgé contre ça. Et la télévision, enfin, Martinique Première a revu ce système-là. Et finalement, je pense que c'était très bien. Tout candidat, c'est candidat, quoi. Tout le monde, c'est moun. Tout le monde, c'est moun. Tout le monde, c'est moun. Et c'est vrai que dans un premier temps, Martinique Première avait décidé de cliver les candidats entre ceux qui ont des élus et ceux qui n'ont pas des élus. Donc nous, on a refusé de cautionner ça, on n'a pas participé. Et puis, pour les autres débats, ils sont revenus donc, avec une table égalitaire où tout le monde était représenté, avait à peu près le même temps de parole. Donc là aussi, je pense que notre discours a aussi porté, puisque aussi ATV a décidé de faire donc, 2 débats pour des raisons logistiques, mais a fait un tirage au sort. Donc c'est pour ça que donc il n'y avait pas cette dichotomie là, cet apartheid médiatique très clairement. Et donc là aussi, je pense que ça ne se reproduira plus. J'ai l'impression. Oui. J'ai l'espoir. Aussi, très clairement, je crois que là aussi, on a fait bouger les lignes parce qu'on était dans un positionnement, c'est vrai, très décalé, avec des candidats qui étaient de simples citoyens. Et c'est ça notre but, c'est d'amener les simples citoyens à la chose politique. Et donc, ils sont un peu désarçonnés par cela parce qu'ils ont l'habitude d'avoir en face d'eux des élus qui maîtrisent la chose politique, des élus rompus à l'exercice, rompus au débat. Et c'est un exercice. Et pourtant, c'est peut-être pas le meilleur parce que vous pouvez être un excellent débatteur, comme j'en connais, et être un piètre politique, finalement. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la conquête du pouvoir pour le pouvoir, bon, ben, si vous vous exprimez bien, que vous êtes un bon débatteur, vous avez des chances d'être élu, mais le simple citoyen qui n'a pas l'habitude du débat politique et tout, mais qui a une vraie envie de s'investir, une vraie envie de faire, peut être un politicien brillant parce qu'il a le sens de l'intérêt général. Et aujourd'hui, c'est ce qui compte, c'est avoir des élus qui ont le sens de l'intérêt général. Et pour avoir le sens de l'intérêt général et non pas se noyer dans les eaux glacées des intérêts privés, comme dirait le docteur Aliker, il faut aujourd'hui donc le mandat unique, le non-cumul, le mandat unique non renouvelable, le non-cumul, etc. C'est des notions extrêmement importantes que les autres partis politiques ont du mal à entendre, mais ils savent que nos idées citoyennes sont les bonnes. Faire participer les citoyens, évaluer les politiques publiques, demander des comptes aux politiciens. Ils savent que c'est juste, ils savent que les gens entendent beaucoup ça. Donc ils ne peuvent pas aller sur ce terrain-là en disant, à part Michel qui dit que c'est des thèses populistes fumeuses, parce que bon, ça c'est des communistes qui sont accrochés à la politique de l'ex-Union soviétique, etc. Mais bon, passe. Mais je crois que ce sont des idées
qui, dans le monde d'ailleurs, parce que si vous remarquez, bon, Podemos, Syriza, etc., sont en train de se développer à la vitesse grand V. Donc il faut qu'ici, en Martinique, on ne passe pas à côté de ça, parce qu'ils y a ont des suscité gens... de l'espoir dans la Même en population. Afrique, C'est pour ça aussi. En Afrique, il y a ce qu'on appelle les Y en a marre, c'est un mouvement comme Podemos qui commence à prendre beaucoup d'ampleur et qui dit à tous ces dirigeants africains, ça suffit maintenant. Ça suffit de tromper la population, ça suffit de nous enrichir, de vous enrichir sur notre dos. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de nos affaires, nous allons nous réveiller. Et ça leur fait un peu peur, ces idées-là. Et donc, bon, ici, je pense qu'ils sont prêts à entendre ça quand même. Donc, ils font beaucoup d'efforts. Et oui, il y en a beaucoup qui écoutent avec attention et qui disent, bon, ben, qui mettent ces idées-là dans leur programme et qui sont prêts à les entendre, tout en freinant un peu quand même, en disant, bon, on ne va pas aller trop vite, voilà. Mais on est là justement pour faire avancer ces idées-là, pour mettre en place des cellules de veille sur les programmes qu'ils ont proposés. Il faut absolument qu'il y ait des citoyens qui demandent des comptes, oui, qui exigent des comptes des élus, parce qu'ils ont fait un contrat de mandature, l'équipe en place, et quelle que soit l'équipe en place. Parce qu'il y a aussi cette tendance ici à dire, si vous ne payez plus moins, on compte moins. Voilà. Ce n'est pas que nous soyons contre. Nous avons un devoir de citoyen à effectuer. Il faut faire des bilans citoyens de ce, voilà, vous avez proposé des choses, on veut savoir où vous en êtes et rendez compte à la population. Est-ce que Pardon, Jacques. Je vais demander à Hervé de débloquer les lignes éventuellement, puisque si nous avons des appels, vous êtes d'accord pour bien nos sûr. téléspectateurs. Bien sûr. Donc, parce qu'on m'a dernièrement dit que je protégeais les élus parce que je ne prenais pas suffisamment tous les appels téléphoniques. Comme nous n'est pas élus, vous débloquez très tôt. Non, c'est pas ça. C'est qu'on m'a dit ça la semaine dernière. Je me suis dit, bon, pour les prochaines émissions, je vais, dès 9h30, parce que je ne suis pas trop partisan de, dès le départ, permettre aux gens tout de suite de téléphoner, dans la mesure où il faut permettre aux gens de s'exprimer, Voilà, d'exposer leurs trucs, et puis après, éventuellement, répondre aux téléspectateurs. Donc, Hervé, si vous pouvez faire le 05 96 71 27 07, si vous voulez parler à Mme Nathalie Josse ou à M. Olivier Jean-Marie et Jean-Jacques, comme tu es poli, on va d'abord prendre l'appel avant que tout oui, le mais ça peut attendre priorité à nos amis. téléphone. Très bien. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui? Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Gaumont. Du Gaumont. Très bien. On vous écoute, monsieur. Très bien. Alors, ce que je voulais intervenir sur ce que disaient les invités, particulièrement le monsieur à la chemise blanche. Olivier Jean-Marie. Voilà. Il disait tout à l'heure qu'il fallait un petit peu demander les comptes, etc., etc. Je voulais lui dire qu'il y a une procédure qui existe, que tous les Martiniquais qui se cultivent connaissent, c'est qu'on a le droit d'arriver dans n'importe quelle administration martiniquaise, y compris la nouvelle entité qui gère la Martinique, et de demander des comptes. Le Martiniquais, l'individu a le droit d'arriver, de demander dans quelles conditions sont les finances, de demander aux élus publiquement, même en pleine plénière, ce qui se passe au niveau de la région. Mais ce que je voulais préciser, c'est que j'écoute depuis tout à l'heure le discours de politique, puisqu'ils sont politiques, et j'ai l'impression d'entendre Yaka Faucon. Ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord, vous qui êtes un jeune parti, et j'adhère à vos idées, je trouve ça exceptionnel que vous ayez eu le courage d'y aller, il faut oser dire qu'il faut faire la culture du Martiniquais. Il faut aller donner des cours aux Martiniquais, leur expliquer ce que c'est que la politique. On ne peut pas amener les jeunes à faire de la politique si on ne leur explique pas. Et je m'adresse à la journaliste qui disait qu'il faut amener les jeunes. Il faut d'abord leur dire, voilà, ça fonctionne comme ça. Un élu, c'est ça. Voilà le pouvoir de l'élu quand vous l'élisez. Voilà l'institution, elle fonctionne comme ça. On n'a pas assez expliqué comment fonctionnerait cette entité. Et donc, on s'est retrouvé au premier tour avec plus de 60% d'abstention parce que les élus, les vieux croutons qui sont là ne font pas la culture parce qu'ils savent que les qui forment ces jeunes-là, qui pété, donc ils parlent. Donc c'est autres qui pour prendre bâton pelé les autres. Si je dire parce que je pas autre coup de main financier vous autres boucler 5 000 €, mais tous les jours, c'est pas les rendez-vous politiques là qui viennent, c'est depuis actuellement pour dans 6 ans, nous c'est là où on prend
jeunes, non, c'est ou qu'après, ou qu'expliquer, faut débattre un peu en plus long qui ça autres nous autres sont jeunes partis, mon plutôt côté autres, parce que c'est Bougla qui là, ils ont fait travail là, et ils ont estimé que le fait pendant 40 ans, c'est pas autres ces jeunes qui viennent mettre au dehors. C'est pour ça que plus vous venez en politique, plus vous venez scélérer. Donc, autres qui jeunes partis, expliquer population, parce que mon cas dit autres en bas qui dangereux, yo ka faire en sorte que population, et yo c'est les élus martiniquais qui ont commencé à faire ça, yo ka faire en sorte que population pas trop comprendre pour yo rester les pédagogues et qu'on c'est des menteurs, donc yo ka faire partie c'est moun nan qui za pour yo comprendre ça yo les. Donc il faut être pédagogue, il faut surtout, c'est un jeune martiniquais qui vous parle, il faut surtout arrêter de dire yaka faucon. Il faut dire les choses. Parce que yaka faucon, ça veut dire qu'on va parler que dans le sens de ce qu'on veut défendre. Il faut dire les choses. Et dire les choses, c'est les dire sans retenue. Pour que le Martiniquais en général puisse comprendre clairement. Et puis, on n'a pas besoin d'un français élevé pour expliquer aux personnes ce qu'on a à leur dire. Restez dans un langage compris par le plus grand nombre. Merci beaucoup. On prend d'autres appels, si vous voulez, avant de répondre. Zouk Télévision, bonsoir. Ouais. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a un petit peu de l'ancien. Hervé, est-ce que vous pourriez... Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste... Allez-y. Oui, est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste l'émission là? Parce que je viens de prendre... Nous recevons le parti Martinique Citoyenne, représenté par Mme Nathalie Josse et M. Olivier Jean-Marie, et nous parlons de politique, madame. Oui, mais la politique en quoi? Vous parlez de quoi? Ben, on parlait de la dernière élection, la 7e, et nous parlions de ça, nous parlions de l'avenir politique de la Martinique. Bon, ben, je peux poser une question? Ben, je vous en prie, oui. Oui, alors à Mme Nathalie Josse, je vais lui dire, si elle m'écoute. Elle vous écoute, madame. Alors, Hervé, mets Mme Josse à l'antenne, s'il te plaît. Premièrement, pourquoi qu'elle a baissé les bras, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'elle est d'accord avec, je vais nommer le nom, est-ce qu'elle est d'accord avec, comment elle s'appelle, Mousseau, Karine Mousseau, pour dire sur Zouk Télévision la semaine dernière que la population de la Martinique vieillit et il faut que les jeunes fassent des enfants. Est-ce que vous croyez, en ce temps-là, où l'on est, il faut mettre des enfants à souffrir sur la terre? Pourquoi? Parce que la Martinique va vieillir, il y aura beaucoup de grandes personnes qui seront mortes. Et il faut qu'il y ait des enfants pour prendre la place des grandes personnes. Moi, je ne crois pas en ça. Parce que dans toutes les façons, l'État déjà, excusez-moi de vous dire, l'État déjà soutient trop de jeunes qui font des enfants à droite et à gauche et qui ne savent même pas s'occuper des enfants. Ils font ça pour de l'argent. Et je suis désolée de le dire, alors que Mme Karine Mousseau trouve un autre aspect, un autre machin pour dire ce que... Parce que ne mettons pas de l'huile sous le feu, parce que ne poussez pas les jeunes à faire des enfants, et après c'est dans la rue qu'ils se trouvent, après les enfants sont abandonnés, les enfants sont maltraités, par même leurs parents qui font des enfants. Alors il faut mettre un frein dans ces choses-là et Très bien, madame. Et ne pas on a compris. Attendez, excusez-moi, monsieur, mais l'autre personne n'a parlé, vous lui avez... Hervé, on a compris. Merci beaucoup, madame. Madame Josse, monsieur Olivier Jean-Marie, ils vont répondre tout à l'heure à votre question. On a très bien compris, donc faut-il que la natalité, en fait, puisse reprendre d'après ce que vous venez de dire. On va encore au téléphone. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? De Fort-de-France. Oui, on vous écoute. Oui, alors j'appelle
Dans un premier temps, je tiens à féliciter l'initiative de Nathalie Josse et de son coéquipier, Olivier Jean-Marie. Olivier Jean-Marie. Voilà. Je tiens à féliciter son initiative parce qu'il n'y a aucun parti que je ne sache jusqu'à présent en Martinique qui avait pris la décision de représenter le peuple. Et ça me fait réfléchir un petit peu parce que bon, j'ai un petit côté révolution dans ma tête. Et ça ressemble un petit peu à quelque chose de très révolution. Non pas du type explosé un peu partout, hein, mais on voit qu'ils en ont marre de ce qui se passe vraiment, mais ils l'expriment diplomatiquement. Premièrement, c'est dans ce sens que je comptais féliciter. Deuxièmement, il y a des gens qui appellent et qui disent il faut. Ils n'ont qu'à se mettre au combat aussi, et de faire un parti et puis diffuser, enfin dire ce qu'il y a à dire au lieu de dire aux autres de dire. Ou de carrément venir et s'allier, je ne sais pas ce qui a été dit puisque j'ai baissé le son, ils n'ont qu'à venir là, s'allier avec les gens qui, enfin avec ces deux coéquipiers-là, avec Nathalie et Olivier, et chercher à donner des idées, mais des trucs, au lieu de dire il faut. Le public n'aime pas entendre il faut comme ça. Très bien. Et puis là, je ne suis pas là pour critiquer ceux qui sont en place, ni ceux qui étaient là avant, ni ceux qui étaient là après. Mais par contre, il y a quelque chose que je tiens à dire en dernier lieu, c'est Monsieur Manou et Emmanuel Granier, le travail qu'il fait là, à l'heure actuelle, juste après les élections, là, comme juste après la mise en place, ce qui est en train de se faire là, et en plus, je crois que c'est le premier parti. Enfin, moi j'appelle déjà ça, ces gens-là un parti, hein, Martinique Citoyenne, pour moi c'est un parti. Oui. Je crois que c'est le premier rendez-vous, enfin, sur le libre antenne avec ce parti-là. Et ça, c'est hyper intéressant que ça soit justement ces gens-là, plutôt que ce soit d'autres. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des invitations qui sont refusées. En fait, j'ai tendance à extrapoler un petit peu, mais moi, je trouve que c'est très intéressant que ce soit d'abord eux, en premier lieu, juste après, là, parce qu'ils disent effectivement les choses qu'il faut dire. Bien. Et puis, la quatrième chose, et puis là, je conclue là-dessus. Quand Nathalie Josse expliquait tout à l'heure concernant l'espèce de coalition qui est en place là maintenant, moi j'ai eu l'impression qu'il en ressortait que nous sommes tous tombés dans une espèce de piège. Alors, si c'est ça, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a voulu dire, hein, mais moi, enfin, si moi j'ai compris comme ça, je pense que beaucoup d'entre nous ont compris comme ça et ils vont faire ce qu'il faut pour que ce piège se transforme en quelque chose qui, à mon avis, devrait donner du positif. Donc, je ne sais pas de quel côté le positif sortira, mais il faut que ça sorte d'un côté. Merci, très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir... Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. On prend un dernier appel, Hervé. On va permettre à Mme Josse et à M. Olivier Jean-Marie de répondre et on prendra d'autres appels après éventuellement. Zouk Télévision, bonsoir. Comment? Bonsoir, madame. Non, c'est pas madame, c'est monsieur. Ah, c'est monsieur, pardonnez-moi. Allez-y, on vous écoute. Oui, voilà, la question qu'on voudrait poser est la suivante. C'est que je suis inquiet pour moi-même et pour l'ensemble du peuple martiniquais, peut-être parce que j'ai mal suivi, mal entendu les conférences, les meetings, car les problèmes fondamentaux de la Martinique n'ont pas été abordés. À savoir, 40% des terres agricoles qui appartiennent à 1% de la population. Et il n'y a pas de réforme agraire en vue. Deuxième, un échec scolaire terrible avec un grand taux d'illettrés. Et troisièmement, les pesticides comme la chlordécone, qui nous ont classés premier pays au monde pour cancer de la prostate. Ils donnent des retards aux fœtus qui, pendant la grossesse de leur mère, ont été sensibles à la chlordécone que la mère a rencontrée pendant donc, cette grossesse. Et puis finalement, toutes les eaux de la Martinique sont polluées. Alors voilà des problèmes terribles qui, à mon avis, représentent un obstacle très, très grave au développement de la Martinique, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan psychologique. Merci. Vous nous appelez d'où, monsieur? Allô? Vous nous appelez d'où?
De Port-de-France. Merci, monsieur. Voilà, ben, déjà, c'est 4 personnes et puis on prendra d'autres appels après, si vous le permettez. Donc, on commence par où, Madame Josse, peut-être? Alors, d'abord, l'auditeur qui nous appelait du Gros Monde pour nous dire qu'effectivement, il y a des procédures qui existent. Les citoyens ordinaires que nous sommes peuvent aller effectivement dans les administrations pour ce qui se passe. Rien ne nous empêche d'aller dans les plénières, rien ne nous empêche d'aller dans les assemblées. Et j'appelle vraiment le plus grand nombre à s'intéresser à ce qui se passe, à demander des comptes. La difficulté, c'est que ce sont généralement des documents qui sont difficiles à comprendre. Justin Daniel, par exemple, intervenait avant les élections pour expliquer que le budget de la région, par exemple, était accessible à tous. Tout le monde, vous, moi, on a le droit d'aller et de demander le budget, les comptes, etc. Mais il disait que même déjà pour les élus, c'est assez difficile à cerner, c'est très compliqué et que c'est quand même assez obscur, quoi. Donc voilà, il faut justement cette formation nécessaire, cette transparence. Et il faut peut-être vulgariser un peu les choses. Et je crois que là aussi, il y a un nécessaire travail à faire de vulgarisation pour le citoyen ordinaire, de leur permettre de s'approprier la chose politique. Par exemple, pour le COSET, quand les documents ont été mis à la disposition du public, il fallait rentrer, donner sa carte d'identité à l'entrée, repasser un autre SAS, on remplissait un formulaire, vous n'aviez le droit, vous n'avez pas le droit de partir avec le document, il fallait le lire sur place, etc. Vous pensez bien qu'il n'y a pas 3 Pékins qui vont aller descendre à la préfecture, et voilà. Donc il y a quand même une forme d'immobilisme pour décourager le citoyen de s'intéresser à la chose politique. Et monsieur a raison, il faut qu'on fasse ce travail-là pour pouvoir vulgariser les documents et pour pouvoir permettre aux citoyens de rentrer de pouvoir s'approprier cette chose politique. Sur l'autre question de cette dame qui disait que Karim Mousso disait que la population vieillit, moi j'ai eu une grosse interrogation et je regardais un reportage qui avait été fait dans les années 1966 et la population martiniquaise, les jeunes représentaient plus de 50%, les moins de 20 ans représentaient plus de 50% de la population martiniquaise en 1966. Ça veut dire qu'en 50 ans, on a complètement inversé la tendance. Et moi, je me dis, mais la faute à qui ? Gouverner, c'est quand même prévoir. Comment en est-on arrivé à cette situation d'avoir une population aussi jeune, des forces aussi vives, et d'arriver à être l'un des départements, sinon le département le plus vieux de France aujourd'hui? C'est que quelque part, les politiques qui nous ont précédés, les politiques mises en place ont échoué. Évidemment, il y a eu le Bumidum qui a fait des trous de génération. Mais après ça, il y a eu aussi ce mal-développement dans lequel on nous a enfoncés. Et si aujourd'hui notre jeunesse s'en va, c'est bien parce qu'elle n'a pas de perspective. Hier encore, je faisais un reportage sur le service civique et les jeunes que j'ai rencontrés me disaient qu'ils veulent partir. Et je rencontre beaucoup de jeunes et ça me fait beaucoup de peine. Ça me brise le cœur d'entendre de jeunes Martiniquais en aussi grand nombre dire « nous, on veut s'en aller parce que nous n'avons aucune perspective ». Donc il est urgentissime de redonner de l'espoir aux gens et de leur redonner l'envie de rester dans leur pays. Vraiment, je pense que ça, c'est d'une urgence absolue. Et puis, pour finir, ce monsieur qui nous disait qu'il fallait des projets concrets, oui, c'est vrai qu'il faut des projets concrets, et nous, à Martinique Citoyenne, donc en mars, on a décidé d'accueillir les nouveaux adhérents, tous ceux qui nous demandent, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, on veut venir. On va être dans le concret, tout ce qui est solutions alternatives, tout ce qui est sur l'alimentation aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire, tous ces grands principes, oui, il faut qu'on les mette en œuvre. Il y a beaucoup l'entrepreneuriat social, l'économie solidaire, l'économie circulaire. Ce sont de nouvelles formes d'économie dont il faut absolument aujourd'hui mettre en avant. Et ça, nous le faisons dans des ateliers. Nous allons faire des ateliers citoyens. Nous avons déjà commencé à faire ces ateliers citoyens où l'on parle de ces nouvelles formes sociétales, ces nouvelles formes économiques. Et puis pour finir, le monsieur qui disait que 40% des terres agricoles sont détenues par 1% de la population, les pesticides, etc. Là encore, je crois qu'il faut une concertation générale. On ne peut pas décider, ça peut pas être 5 personnes, on ne peut pas décider qu'on fait un groupe politique et puis nous 4, on va se mettre à faire un projet et tout. Il faut absolument, si l'on veut que les choses fonctionnent, et une efficacité associée à la population. Donc il faut des débats sur ces problématiques qui concernent tout le monde.
sur la réforme agraire, sur les pesticides, sur le chlordécone, sur comment dépolluer les terres. Il faut associer les citoyens qui sont les premiers concernés. Monsieur Olivier Jean-Marie. Oui, donc merci à tous ces téléspectateurs-là d'avoir appelé, d'avoir nourri le débat. Et pour juste répondre aux téléspectateurs du Gros Monde, qui va nous aider. Hein, j'ai noté qu'il va nous aider et il est le Merci, bienvenu. Ali, C'est vrai que la question de l'éducation populaire est une question centrale, très clairement. Il faut que les citoyens puissent comprendre pour décrypter et pour qu'ils deviennent plus exigeants vis-à-vis de leurs élus. Ça, on est tout à fait d'accord, mais on n'est pas du tout dans le Yaka Faucon. Parce que si on était dans le Yaka Faucon, on serait de l'autre côté de l'écran. On ne serait pas devant vous, Monsieur Granier, on serait devant notre téléviseur et on aurait pu dire Yaka Faucon. Et s'engager, s'exposer aussi, c'est quelque chose qui demande du temps, de l'énergie, du sacrifice. Et on sacrifie sa vie sociale, sa vie familiale. Donc on n'est pas dans le Yaka Faucon, très clairement. Et donc j'invite ce téléspectateur-là du Gros Monde à venir donc nous aider à diffuser cette culture-là, justement de l'engagement, et pour qu'on puisse demander des comptes à nos élus, qui sont nos serviteurs, et que nous mettons en place. C'est nous qui avons élu ces Mounta. Et ces Mounta, c'est des Moun Matiniques, c'est des citoyens pour nous-mêmes. Donc nous, on doit demander des comptes. Très clairement. Et puis, sur la question alors, nous sommes des citoyens ordinaires, nous ne sommes pas des politiciens. Aucun de nous n'est élu, aucun de nous n'a fait une carrière, aucun de nous ne se projette dans une carrière politique, puisque nous sommes favorables au mandat unique et au mandat non renouvelable. Donc on n'est pas du tout dans la logique politique. Et c'est pour ça qu'on ne se considère pas comme un parti politique. Nous faisons de la politique et nous estimons que le citoyen aussi fait de la politique. En décidant à quoi il va affecter son budget, il fait de la politique. En choisissant d'acheter un produit importé ou d'aller sur le marché, il fait de la politique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas comme un parti, nous ne sommes pas un parti politique classique. Nous sommes une force politique. Très clairement, nous avons l'ambition de devenir une force politique, mais pas un parti politique pyramidal, classique comme on en connaît. Et puis sur la question, il y a un téléspectateur de Fort-de-France qui a posé le problème des terres agricoles, de l'échec scolaire, des pesticides. Et tout ça, ça pose la question de la vision globale, de la Martinique dans laquelle nous voulons vivre. Et tout ça, ça ne peut pas être abordé par une seule personne. Il faut créer cet espace-là de concertation. Il faut, au préalable, peut-être former les personnes. Mais la démocratie participative, ça commence par la formation. La formation des citoyens à la chose publique, la formation des élus aussi au travail collectif, la formation des administratifs aussi au travail collectif. Donc on doit tous retourner à l'école ou aller à l'école de la démocratie participative pour pouvoir générer un projet qui est partagé par le plus grand nombre. Et dans ce projet-là, on va aborder très clairement les conditions sanitaires dans lesquelles on veut évoluer, les conditions économiques et les conditions d'égalité économique. Qu'est-ce qui est pour nous une Martinique égalitaire? Aujourd'hui, la Martinique est un territoire extrêmement inégalitaire. Et on sait que ça a un impact sur l'économie globale. On est tous interdépendants au niveau de la Martinique. Donc on a tous intérêt à ce que le gâteau soit mieux partagé pour réduire les risques de tension sociale, pour que puisse développer un bien-vivre en Martinique. Donc tout ça, ça doit être abordé selon une méthode globale. Et c'est là que nous, on n'est pas dans le Yaka Faucon. On dit, nous, citoyens de Martinique citoyenne, on a quelque chose à apporter. On a des méthodes à vous proposer, messieurs les élus. Offrez-nous des espaces pour nous associer, mais associer tous les citoyens à la définition de la Martinique désirable. C'est ça. Voilà notre discours, hein, sans prétention aucune. Est-ce que vous pensez qu'avec l'évolution des choses en ce moment en Martinique, vous pensez qu'on peut craindre un nouveau 2009? L'évolution des choses, vous pensez à quoi exactement? Non, parce que des gens disaient qu'il n'y a pas de travail, on veut partir, il y a des grèves.
Il y a des employés qui se sentent lésés, des patrons qui se disent ne pas être aidés, les choses sont chères en Martinique. Oui, il y a de fortes tensions. Il y a de fortes Bien, tensions. voilà. Il y a de fortes tensions en Martinique. Donc aujourd'hui, bon, les conditions d'une révolte, que les gens se soulèvent, expriment leur couleur, Général en existent. ce moment. Existent. Oui, les conditions existent. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un pays où tout le monde s'épanouit, où tout le monde est content, où tout le monde est heureux, quoi. Il y a de très fortes tensions. Et selon nous, il faut poser ces tensions-là sur la table, mais il faut des espaces. Il faut permettre aux gens de s'exprimer, qu'ils expriment leurs ressentis, mais qu'ils expriment aussi leurs propositions, qu'ils se mettent en responsabilité. Parce que aujourd'hui, tout est fait pour décourager les citoyens de s'intéresser à la chose publique. Soit on leur dit c'est trop compliqué, ou quand des citoyens comme nous s'intéressent à la chose publique, ce sont des thèses fumeuses, populistes, c'est de l'utopie, ou bien il faut être hyper compétent. Donc si vous n'êtes pas compétent, restez là, mettez le bulletin en boîte là, et puis rentrez boire caillou, et puis nous crions aux prochaines élections. On dit stop, c'est fini. Mais M. Toussaint, la plus grande expérience de démocratie participative qu'on ait eue dans ce pays, c'était 2009. C'était vraiment le moment où les citoyens se sont pris en main et ont dit stop. On descend et on dit ce qu'on a à dire. Si vous remarquez bien, en 2009, je ne sais pas si vous avez observé le nombre d'écrits, le nombre de l'oralité qu'il y a eu à ce moment-là, comment les gens se sont parlé, les lacous qui se sont mis en place, les espaces de discussion, et comment les gens avaient des choses à dire. Moi, j'ai été totalement impressionnée par cette logorée, par, c'est peut-être pas le mot, mais par ce désir de s'exprimer et d'activation de la citoyenneté. Parce que partout, les gens se sont organisés. Alors certes, il y a eu des débordements, c'est vrai, mais dans l'ensemble, il faut dire que les gens se sont pris en main. S'il n'y a pas eu plus de débordements que ça, c'est parce que beaucoup de gens ont monté des comités où la parole a circulé, où il y a eu des écrits, où les gens ont pu s'écouter les uns les autres, faire des expériences de citoyenneté. Notamment, les artistes ont pu s'exprimer. Et vraiment, il y a eu là, et ce peuple-là a montré qu'il était capable justement d'arriver à s'exprimer, d'arriver à se diriger et d'arriver à s'écouter et à se parler, véritablement. Au-delà du désordre qui a eu lieu, je crois qu'il y a eu un véritable exercice de citoyenneté en 2009 et les gens sont descendus justement pour dire on est là, on compte et on doit nous entendre. Malheureusement, on ne les a pas entendus, en 2009. Donc, effectivement, je crois qu'il y a cette espèce de cocotte minute, là, en ce moment, qu'il faut désamorcer justement en permettant aux citoyens de s'exprimer, de dire leur mal-être, de dire leur malaise et de donner leurs solutions aussi. Parce que c'est ça, et je reviens à mon ami Michel Branchi qui dit que c'est des thèses populistes suiveuses, mais pas du tout. Les gens ont envie de se prendre en main, seulement ils n'ont pas les espaces. Donc il faut vraiment mettre en place aujourd'hui des espaces d'expression et des espaces d'action aussi pour les citoyens. Leur dire sur des problèmes très concrets, sur des problèmes de la jeunesse par exemple, eh bien, il faut leur dire qu'est-ce que vous proposez. Il y a des gens dans des associations qui travaillent, il y a des gens sur le terrain qui font du travail formidable avec les jeunes. Il y a le service civique, il y a tout ce qui existe. Donc il faut permettre à ces gens-là de s'exprimer pour désamorcer un peu ce mal-être. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'après ce mouvement donc de 2009 où il y avait une demande d'expression, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Une CTM. Une CTM avec un mode de scrutin, une organisation, donc avec un conseil exécutif, une assemblée, et une CTM à laquelle les Martiniquais n'ont pas du tout été associés. Donc non seulement à la conception, ils ont été très mal informés, et on se retrouve au résultat avec 60% d'abstention au premier tour. Je pense que ces éléments-là doivent être analysés par nous, citoyens, mais aussi par les gens qui exercent des responsabilités dans ce pays-là. On va prendre d'autres appels. Hervé, s'il te plaît, on va débloquer encore les lignes. Tu voulais poser une question tout à l'heure. Oui, c'était... Est-ce que vous approuvez le fait que des personnes qui ne soient pas du même parti puissent travailler ensemble? De mauvaises langues diraient, ouais, mais bon, ça c'est Jean Bépac pour unir en poste. Oui, non, mais quand des Martiniquais décident de travailler ensemble, au-delà
des barrières idéologiques, nous applaudissons des deux mains. Après, pour vous faire quoi? Avec quelle méthode? Quel calendrier? Quels moyens? Et puis, est-ce que, comme ils sont dans une logique justement d'aller les uns vers les autres, et le citoyen dans tout ça? Mais déjà, il y a un discours qui existe. On veut associer le citoyen. Ils le disent. Et le président lui-même le dit. Donc on lui dit chiche, on nous faille, on nous allait, nous paraît. 05 96 71 27 07. On y va, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Lamentin. Oui, on vous écoute. Et voilà. Écoutez, enfin, moi, je veux d'abord saluer... Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Voilà. Je veux saluer d'abord Nathalie Josse et Olivier Jean-Marie, ainsi que Bonsoir. Jean-Jacques et Mano Granier. Un peu plus fort, et on Je s'il te veux dire plaît. une chose à Mano Granier. Au début, enfin, à certain moment, il a expliqué il a dit que les élections étaient annulées par rapport au compte de campagne. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un recours de demande d'annulation de la CTM parce que ça a été mis en place de manière, on va dire, illégale. Puis, les règles n'ont pas été suivies comme le veut la Alors, vous parlez de monsieur Joseph Virassami. Voilà, oui. D'accord. Et puis, vous venez de dire, enfin, Jean-Marie vient de dire que 60% de la population, enfin, des électeurs n'ont pas voté. C'est parce que les gens n'ont pas compris comment se fait-il qu'on leur a enlevé le département et la région depuis 2011. Et les politiciens ici, les locaux, n'ont pas dit les choses aux électeurs. Voilà, je voulais juste apporter cette information. On est en attente de l'annulation de la CTM, non pas parce qu'il y a seulement des comptes de campagne, mais il y a surtout le côté illégal de la mise en place de la CTM. Très bien, monsieur Angélique. Merci beaucoup pour votre question. Oui, On va- merci. On va prendre notre appel. Bonsoir. Allô? Allô, Bonsoir, madame. bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Du Lamentin. Très bien, on vous écoute. Oui, voilà, j'appelle du Lamentin. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Voilà, je vous appelle pour la CTM qui vient de se mettre en place, que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce système de CTM parce que moi, comme disait M. Jean-Marie, la majorité qui vient de se mettre en place là, ce qui m'a écœuré, c'est que pendant 12 ans, cette majorité est en place. Je n'ai pas vu l'évolution tellement de la Martinique et que je pense que les élus, ils font à la place du peuple. Et moi, ils ne savent pas vraiment le problème dont vit le peuple. Parce que je vois on parle des EHPAD pour les personnes âgées, mais est-ce qu'ils ont pensé au changement numérique et pour ces personnes âgées qui se retrouvent pratiquement seules, qui n'ont pas de dispositif, qui n'ont personne pour pouvoir les aider, pour pouvoir gérer leur opération bancaire numériquement, et que moi, quand je retrouve cette CTM qui arrive à peine un mois, disent qu'il n'y a pas d'argent dans la collectivité, je regarde le lycée Selcher qu'ils ont mis pendant leur programme électoral pour dire qu'ils vont recommencer, ils vont faire le lycée Selcher, et que maintenant j'entends qu'il n'y a pas d'argent pour finir le lycée. Le chantier de la CFT, c'est le nouveau trajet de bus, ils sont ralentis. Moi, je pense qu'il y a une partie des citoyennes martiniquaises qui sont des lâches parce que s'ils savent vraiment le problème de la Martinique, ils n'ont pas remis cette nouvelle majorité qui, pendant 12 ans, n'a rien foutu pour la Martinique. Moi, je crois qu'il faudrait que le peuple martiniquais sache vraiment ce qu'ils veulent pour pouvoir faire avancer un pays. Et je n'en doute pas de Nathalie Josse, qui est une femme combattante, qui allait pouvoir avancer le peuple dans un nouveau horizon. Mais là, pour la septième qui est en place, je ne pense pas que la Martinique va avancer. Et je dis à Nathalie, bon courage et de continuer. Et au revoir. Merci, madame. Notre appel, 05 96 71 27 07. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. Très bien, on vous écoute, madame. Oui, en fait, c'est une question qui s'adresse
aux deux personnes, donc à M. Jean-Marie et Mme Josse. Oui. Ils ont parlé pendant la campagne d'un audit qu'ils auraient pu mener s'ils avaient été à la CTM. En fait, ma question, c'est est-ce qu'ils pensent l'utiliser maintenant qu'ils ils ne vont pas être à la CTM, mais est-ce que c'est un outil qui pourrait être intéressant pour justement mener à bien en fait cette démocratie participative dont ils ont. D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, madame. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? 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 Bonsoir. 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 Vous nous appelez d'où? De Saint-Joseph. On vous écoute. Oui, j'ai une question à vous, à M. Jean-Marie. Oui. Monsieur Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie. Oui, bonsoir. Oui, vous voulez mettre les votes obligatoires. Oui, il vous écoute, monsieur. Oui, oui. Donc, d'où sortez-vous l'idée que quelqu'un qui ne vote pas, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas? Parce que vous avez comparé les impôts avec les élections, mais ce n'est pas du tout la même chose. On a cette liberté de ne pas aller voter si on le veut. Donc, je vous pose la question, s'il vous plaît, je vous rapproche. D'où sortez-vous l'idée que quelqu'un qui ne vote pas, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas? Très bien. Merci et bonne Merci soirée. à vous, monsieur. On prend un autre appel, Hervé, merci. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle de quartier Traîné à la Fort-de-France. Très bien, on vous écoute. Ben, en fait, moi j'appelle surtout pour réagir par rapport à la dame qui a dit tout à l'heure qu'elle ne pense pas que ceux qui sont en place à la 6e vont pouvoir faire quelque chose cette année, en fait. Oui, donc en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est, j'ai l'impression, en fait, peut-être qu'elle n'était pas pour ceux qui sont en place, mais vous savez, quand on arrive avec un déficit, quand on arrive qu'il y a déjà un déficit, en fait, comment on peut faire toutes les choses qu'on voudrait, justement. Donc, en fait, c'est l'éternel recommencement. Là, M. Marie-Jeanne, il est arrivé avec un déficit. Ben, dans 5 ans, on dira qu'il n'a rien fait. Et voilà, ce serait un éternel recommencement. Ceux qui ont perdu, ceux qui n'étaient pas là, ben, ils diront il n'a rien fait, machin, mais comment vous voulez qu'on fasse quelque chose si on arrive avec un déficit? Bien. Merci beaucoup, monsieur. On prend notre appel. Bonsoir. Monsieur Olivier Jean-Marie, Madame Josse, vous notez, hein? Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Alors, Un peu plus fort, Hervé. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, madame. Oui, bonsoir. Oui. Monsieur Granier. Bonsoir, madame. Oui. Alors, je vous appelle, c'est vrai, parce que, oui, j'ai un petit peu de mal à vous comprendre, là. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Madame Nathalie Josse se permet de parler comme ça, parce qu'elle a tout fait pour que Letchimy ne puisse pas passer. Elle a vraiment critiqué tout ce que faisait Letchimy. Et après ces heures, je crois qu'il n'y a personne d'autre qui a pu faire le pays avancer comme Serge Letchimy. C'est sûr que si on n'investit pas, eh bien, on ne peut pas dépenser. Or, il faut d'abord investir et puis voir que ça donnera par la suite, tous ces travaux qu'il effectue dans le pays. Mais quand même, il faudrait quand même l'applaudir. Bien. Alors, il faut des gens courageux comme lui. Merci. Bon, alors, allô? quand il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour lui, c'est un sou, qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Rien du tout. Et puis, il dit, tout se dit, ça va arriver, vous verrez. Attendons les 5 ans là, et puis on verra. D'accord, c'est tout ce que ça va dire. Merci, monsieur. Très bien. Merci à vous, madame. Un autre appel, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? De Fort-de-France. Allez-y, on vous écoute. Oui, alors je vais poser la question, vous allez me répondre. On vous répondra après, hein, parce qu'il faudra d'abord répondre déjà à ceux qui ont parlé. Hein. De Fort-de-France. Oui, allez-y, on vous écoute. Posez la question, monsieur. Donc, Nathalie Josse, on a parlé de la nouvelle CTM n'a pas d'argent. Les caisses sont vides, on ne peut pas payer les employés. Allez-y, monsieur, vous n'avez pas baissé votre télé, c'est pour ça. On n'a pas d'argent.
Et comment se fait-il que la première action que la CTM a faite, c'est d'augmenter le salaire, des élus? Bien. Voilà. Merci pour votre question, monsieur. Hervé, on prend le dernier appel et on s'arrête là pour l'instant parce qu'il y en a plein, il y a beaucoup de choses à dire. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Lamentin. Allez-y, on vous écoute. Oui, voilà. J'ai entendu quelqu'un parler tout à l'heure qui disait que il y a une histoire de déficit. Mais il y a eu un audit en cours pour atteindre le résultat de l'audit. Il n'y a pas question de déficit là ce soir. Je suis désolée. Il ne faut pas que les gens se précipitent. Il faut attendre que l'équipe en place donne le résultat de l'audit. On parle de déficit de quoi? Alors moi, voilà, c'est sur ce que je voulais intervenir. Je vous remercie. Merci. Et je suis mission. Merci à vous, madame. Alors, beaucoup de choses. Qui commence, madame Josse? Oui, alors, si on remarque dans les questions qui sont posées, la question de l'audit revient beaucoup. Ça semble préoccuper beaucoup de gens. Évidemment, c'est les finances, c'est le nerf de la guerre. Et sans argent, on sait qu'on n'avance pas. Donc, on a raison de s'y intéresser, surtout quand on dit que les salaires ne vont pas être payés, qu'on ne pourra rien faire. Et il y a un vrai risque aujourd'hui, c'est vrai, c'est qu'on se retrouve dans de la simple gestion, sans investissement, sans... Voilà, donc il y a un vrai débat à mener. Et là encore, je me dis que si autant de Martiniquais sont inquiets, ou si ça pose autant de questions, ou si ça fait autant de débats, c'est que il faut vraiment qu'il y ait une transparence sur ces questions de financement, sur ces questions d'état des lieux. Donc, un état des lieux, à mon avis, doit être systématiquement réalisé lorsqu'une équipe arrive en place pour savoir où on en est des finances, qui fait quoi, comment. Je pense que là, on doit être dans la transparence absolue et donner aux citoyens, à ceux qui ont voté pour vous, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour vous, le moyen de savoir où on en est exactement, quelles sont les perspectives et voilà, quel est le bilan et quels sont les moyens que l'on aura pour gérer cette collectivité. Je crois que toute la transparence doit être faite. Sans esprit polémique, mais dans un esprit constructif. Il ne s'agit pas, encore une fois, de stigmatiser. Ça ne sert à rien de faire un audit pour dire, vous voyez, ils n'ont rien fait ou bien ils nous ont laissé voilà, une situation catastrophique. Je crois qu'un audit doit servir à partir sur de bonnes bases et à savoir de quoi on va disposer pour demain construire un avenir à ce pays-là, permettre aux jeunes de trouver des emplois, permettre aux jeunes de rester. Donc je ne crois pas qu'il faille en faire une question polémique, mais bien que c'est d'une nécessité pour pouvoir avancer. Et donc, il faut vraiment être dans un esprit constructif au niveau de cet audit. L'autre question qu'il y avait, c'était sur le vote obligatoire, mais ça c'est Olivier parce qu'il était directement interpellé. Et puis, sur les salaires qui ont été augmentés, on a beaucoup parlé, nous, à Martinique Citoyenne, du statut de l'élu. Il faut vraiment, aujourd'hui, qu'on s'attache à un statut de l'élu, définir quelle est sa fonction, comment elle doit être rémunérée, pourquoi elle doit être rémunérée et dans quelle mesure elle doit être rémunérée. Nous pensons que les élus ne peuvent pas s'auto-indemniser ou décider eux-mêmes de leurs indemnités, ni de leurs fonctions, ni de leur fonctionnement. On ne peut pas être jugé parti. Donc je crois que le statut de l'élu, il faudra, il passe pas en Martinique, mais je crois que le système français a ce système où justement on a toujours fait abstraction et ça a toujours été passé à la trappe, de déterminer quelle est la fonction exacte d'un élu, quelles sont ses compétences et quelle est sa rémunération. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudra, vu les questions qui se posent, déterminer aujourd'hui comment les élus doivent être payés, qui doit être rémunéré et à quel niveau. Et ça, ça fait partie aussi de cette transparence nécessaire pour la chose publique. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Le côté illégal de la CTM, notre ami Rangon, on verra, ils ont fait un recours au Conseil d'État. On attend les résultats. Qui sait? Peut-être que... on sait bien qu'il n'y a pas beaucoup de chance. La dame qui nous disait qu'il y a 12 ans que l'équipe... On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Si ça se trouve, on aura des surprises. Qui sait? On ne sait jamais. C'est le droit, après tout, et le droit européen, parfois. Oui, elle parlait donc des EHPAD que M. Letchimy a mis en place, du
du changement numérique, etc. Là encore, ce sont des vraies questions. Et on les a touchées du doigt quand on était en campagne, parce qu'on a été rencontrer des gens. Et personnellement, moi, je me suis aperçue qu'il y avait une véritable fracture numérique dans ce pays. C'est que on dit, oui, il faut passer au numérique, il faut faire du numérique, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au numérique, qui n'ont pas accès à Internet. Et je faisais un reportage sur la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui mettait en place un nouveau système de prime à l'emploi. Donc, c'est la prime d'activité qui a fusionné avec la prime. Et donc, le système se fait uniquement par Internet. Et leur grande préoccupation à la CAF, c'était que tout le monde puisse avoir accès à Internet, donc de mettre des bornes, d'essayer de... Voilà. Et c'était une grosse question. Donc on se rend bien compte que tout le monde ici, on est dans une fracture numérique qui est due à une fracture économique. Qu'il y a deux mondes aujourd'hui en Martinique. Et il faut faire très attention à ça. Ça fait partie de ce mal-être qui a amené justement à 2009. Donc il faut vraiment être très attentif à ces questions-là. Alors il y a une dame qui disait que vous avez empêché M. Chimie de gagner. Oui, alors, oui, nous n'avons pas du tout empêché M. Chimie de gagner, puisque nous, ce que nous faisons, nous avons fait un bilan citoyen, et comme nous allons faire de l'équipe en place. Et chaque fois qu'il y aura une équipe en place, notre devoir est de faire un bilan citoyen de l'équipe en place. Et notre objectif à Martinique Citoyenne, c'est de mettre en place des cellules de veille. Et quelle que soit l'équipe en place, et même si demain, dans un proche ou moyen avenir, c'est Martinique Citoyenne qui est au pouvoir, il faut que les citoyens soient en capacité de pouvoir faire des bilans citoyens et d'être les aiguillons permanents de l'équipe en place. On ne doit pas être condescendant avec une équipe en place, quelles que soient ses affinités. Il faut toujours avoir son regard critique, constructif, encore une fois, parce que si c'est de la critique stérile, ça ne sert à rien. Mais il faut toujours être dans la critique constructive vis-à-vis d'une équipe en place, pour eux-mêmes, pour leur bien, pour les empêcher de sombrer dans l'ivresse du pouvoir. On sait où ça mène, cette théorie. Et puis, il faut vraiment être là et demander des comptes en permanence. Donc, non, pas du tout. On a aidé M. Letchimy à expliquer son bilan, à dire, voilà, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, en toute bienveillance. Mais il faut s'arrêter sur ce qui n'a pas marché si vous voulez avancer dans la vie. Et on sera aussi véatif pour l'équipe en place. Monsieur Jean-Marie, sur les questions. Oui, tout à fait. Alors, sur la question donc, des indemnités des élus, il faut rappeler que ce n'est pas un salaire, ce sont des indemnités qui sont versées à des élus. Et ce qui est important, parce que l'équipe en place, que ce soit M. Monplaisir, que ce soit M. Marie-Jeanne, ont mis vraiment au haut de la pile des valeurs la transparence. Et ce qui est important, c'est que les élus puissent être complètement décomplexés pour parler des indemnités qu'ils perçoivent, non seulement en tant que conseiller territorial ou président de commission ou vice-président de l'Assemblée ou conseiller exécutif, mais aussi toutes les indemnités qu'ils perçoivent ou qu'ils ne perçoivent pas, dans le cadre des représentations et des fonctions, et qu'ils disent à la population s'ils perçoivent ou ils ne perçoivent pas d'indemnités dans le cadre de représentation. Par exemple, Madame Mousseau devrait sans complexe pouvoir dire si elle est indemnisée ou pas en tant que présidente du CMT. Monsieur Boutrin, en tant que président du PNRM, devrait pouvoir nous dire s'il est indemnisé ou pas, et s'il est indemnisé à quelle hauteur. Vous voyez ? Donc il faut qu'on fasse la transparence totale sur l'argent, sur ce que perçoivent les élus, pour ne pas nourrir de fantasmes sur le fait... D'après ce que moi je comprends de ces régimes indemnitaires-là, il me semble que la grande majorité des élus ne gagnent pas d'argent à faire de la politique. Si on compare le temps qu'ils passent à faire de la politique et les indemnités qu'ils reçoivent, je parle de la grande majorité, à part quelques grands élus, il y en a très très peu qui s'enrichissent vraiment en faisant de la politique. Mais il faut le dire, au lieu de nourrir cette idée que les gens sont là pour des mandats, pour des places, tout ça. Donc, encore une demande qui est faite à cette équipe en place, là, qui prônait la transparence pendant la campagne. Soyez totalement transparents sur les indemnités, donc en tant que conseiller, mais aussi en tant que représentant de la collectivité dans les satellites aussi. Sur la question de l'abstention et du vote obligatoire, nous, ce que nous proposons,
c'est qu'on puisse envisager, mettre la question de l'abstention sur la table et envisager des propositions. Donc c'est une proposition que je fais personnellement, mais il ne s'agit pas de dire que les gens qui s'abstiennent ne s'expriment pas. C'est une façon aussi, c'est un message. Mais comment décoder ce message-là? Il y a 10 000 raisons de s'abstenir. Il y en a qui n'en ont rien à faire. Ils se disent que, quelle que soit la personne en place, ça ne va rien changer à leur vie. Il y en a qui s'abstiennent pour contester, parce qu'ils ne trouvent pas d'offres qui correspondent à leurs besoins. D'où l'expression de notre téléspectateur tout à l'heure qui disait, est-ce que le fait de ne pas voter, c'est ne pas s'exprimer? Mais en plus, à aucun moment, on a dit que les gens ne s'exprimaient pas. Quand ils s'abstiennent, ils envoient un message. Mais l'important, c'est comment sont-ils représentés? Comment justement leur position est prise en compte par les gens qui prennent des décisions? Elle n'est pas prise en compte. Donc ils s'expriment, mais leur expression n'est pas prise en compte par les gens qui aujourd'hui, à aucun moment on entend dans les propos des élus en place qu'ils vont faire de leur priorité la lutte contre l'abstention. Or, c'est un véritable cancer de la démocratie. Donc, nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on peut proposer, par exemple, pour résoudre, c'est de mettre en place une procédure de vote obligatoire, comme ça existe au Brésil, ça existe en Belgique. Et si je fais la comparaison avec les impôts, c'est que quand on parle d'argent, on ne nous laisse pas le choix, mais quand on parle d'expression d'avis, là, on a le choix. Donc, je pense qu'il y a une échelle de valeur qu'il faut rétablir. C'était ça. Et puis, concernant l'audit partagé, qui rentre dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, c'est vrai qu'il faut qu'on sache d'où on part. Et il faut qu'on ait des données objectives qui soient vérifiables par des experts et par des citoyens, qui sont des experts du réel, pour savoir d'où on part. Alors, la précédente équipe avait mis en place un institut, l'Institut martiniquais des statistiques et d'évaluation des politiques publiques. Mais c'était un institut dont la partialité était remise en cause par beaucoup de personnes, puisque les personnes étaient employées par... les responsables étaient les employés de la région. Donc il faut que nous, citoyens aussi, nous mettions en place une procédure. Ce que nous allons tenter de mettre en place avec l'aide des citoyens et des médias aussi, de dire mais où en sommes-nous exactement? Qui parle vrai? On parle là, la question du déficit revient régulièrement. Mais sur quoi on se base? Sur quels chiffres? Sur quelles données se base-t-on pour parler de déficit? Et donc, on a besoin de données qui soient partagées, parce qu'on ne peut pas construire une vision partagée si on parle d'un constat qui n'est pas partagé. Donc, oui, nous tenterons de mettre en place, avec le plus grand nombre de citoyens, libres et bienveillants, un audit partagé, un état des lieux, une enquête de territoire, qui nous permettra de savoir d'où nous partons vraiment et qui nous permettra aussi de dialoguer avec les élus qui ont leur donné et on mettra tout cela en confrontation bienveillante pour construire quelque chose avec les élus. Et donc on n'est pas ni contre Letchimy, ni pour Chabin, ni contre Chabin, ni pour Letchimy, voilà. Nous sommes pour la Martinique et nous sommes prêts à travailler avec toutes les personnes qui souhaitent faire émerger cette nouvelle culture politique-là et qui permettent aux citoyens de porter sa pierre à l'édifice. C'est ça, c'est pas yak à faucon. Hein. Nous, on souhaite le faire et on souhaite apporter les méthodes que nous proposons et les confronter à celles d'autres citoyens et des élus. Voilà. Alors, pour vous contacter justement, pour ceux qui seraient intéressés, on peut joindre Madame Josse, on peut donner les numéros. Ah oui. 06 96 35 62 62, Madame Nathalie Josse. Vous pouvez lui envoyer un mail à Nathalie Josse Collet, sans point, @martiniquecitoyenne.fr. Madame Nathalie Josse, @martiniquecitoyenne.fr. Pour Monsieur Olivier Ernest Jean-Marie, 06 96 56 09 72. Et son mail, c'est oegm@martiniquecitoyenne.fr. Donc, si les gens souhaitent vous aider, déjà combler les 5 000 euros qui manquent pour arriver à faire les 40 000
dont vous avez besoin. Tout à fait. Donc, vous pouvez téléphoner à ces 2 numéros de téléphone, prendre contact, et puis aussi, ceux et celles qui voudraient vous rejoindre pour partager vos idées. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui parlaient dans ce sens aussi. Hein. Oui, c'est dans le droit fil de ce qu'on a ressenti pendant la campagne. Et donc, il y a aussi le site internet, qui est www.martiniquecitoyenne.fr. Là, vous aurez toutes nos coordonnées. Puis, vous avez notre page Facebook, si vous voulez être donc, interactif. Martinique Citoyenne aussi, pour pouvoir établir un premier contact. Bien. Alors, nous arrivons au terme de l'émission, mais les élections législatives en 2017, est-ce que vous allez y participer? Est-ce que c'est dans votre projet? C'est votre prochaine bataille? Nathalie, Écoutez, nous avons un fonctionnement à l'image de nos convictions, c'est-à-dire que dans notre parti, nous discutons de tout, nous mettons tout en débat, nous votons, et donc nous avons des décisions collégiales partagées. Donc pour l'instant, nous sommes en discussion, en débat. Il y a certains qui veulent se consacrer à des projets citoyens. Il y en a d'autres qui estiment qu'il faut porter ces idées-là sur le devant de la scène électorale parce que c'est le moyen de se faire entendre et aussi de changer les arcanes du pouvoir. Donc oui, il se pourrait qu'à la fin, nous prenions la décision de nous présenter parce que personnellement, moi je pense que très particulièrement cette élection législative, l'élection législative c'est là où on parle de loi, c'est là où on fait les lois et je crois que le citoyen a un rôle fondamental à jouer dans l'élaboration des lois. Toutes ces idées de tirage au sort, on ne va peut-être pas refaire un tirage au sort sur ça, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que l'Assemblée nationale, par exemple, n'est pas représentative des citoyens. On a une majorité d'hommes blancs, d'hommes... voilà, donc il faut absolument que le citoyen s'approprie la faisabilité des lois, il faut que le citoyen s'approprie... Voilà, et donc je pense que c'est une élection importante. Et donc, on décidera en toute connaissance de cause, parce qu'il faut en discuter. Et voilà, si on y va ou pas. Un candidat dans toutes les circonscriptions? Parce qu'il y a 4 députés. Il est trop tôt pour en parler. Mais c'est clair que notre action comprend la présentation, donc la participation aux élections, comme ça a été le cas. Mais ne se limite pas à ça. Et la démocratie ne se limite pas aux élections non plus. Mais c'est clair que les élections sont des moments importants où on peut interagir avec la population, où les médias consacrent beaucoup plus de temps à l'activité, aux idées, aux débats politiques aussi. Et c'est très clairement des espaces que nous souhaitons pouvoir investir pour pouvoir peser sur les décisions qui nous concernent. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que disait Mme Josse, mais les éventuels candidats sont pas tirés au sort. C'est trop tôt pour en parler. Le principe, si vous voulez, nous, Martinique Citoyenne est né d'une élection, d'une présentation à une élection. Donc ce serait quand même bizarre qu'on ne se présente pas à d'autres élections. Et après, savoir si on va se présenter à toutes les élections ou si on va se concentrer sur d'autres élections, ça va faire l'objet de décisions collectives et on ne manquera pas de vous informer de ces positions-là. Alors, votre prochain rendez-vous pour vos partisans, c'est un congrès, faites quoi? Alors, ce sera une réunion d'accueil des personnes qui souhaitent contribuer à la diffusion et à la réalisation des idées de Martinique Citoyenne, et ça se fera au courant du mois de mars. Là encore, la date précise vous sera communiquée. Bien. Très, très, très rapidement. Merci beaucoup, Madame Josse. Merci beaucoup, merci à vous. Et encore une fois, sans flagornerie, c'est de dire que c'est extrêmement judicieux et d'ouvrir la porte aux formations politiques, à toutes les formations politiques. Je crois que c'est le rôle des médias, que c'est très important pour la démocratie que nous défendons et que les médias ont un rôle particulier à jouer. Donc merci beaucoup à vous. Puis merci à tous les téléspectateurs de Zouk TV, des autres, les Martiniquais, tous ceux qui sont ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens ailleurs, c'est vrai, qui nous suivent et qui nous appellent. Donc merci à tous et puis on est là, on est au combat, donc nous on prend le temps, on y va doucement, on accélère parfois, mais on est décidé à faire bouger les lignes, vraiment. Merci. Merci Madame Josse. Monsieur Olivier Jean-Marie. Oui, mais je m'associe à Nathalie pour vous remercier. Donc vous, Zouk TV, mais aussi les médias qui ont joué le jeu. Et encore une fois, un grand merci à tous les citoyens qui nous ont supportés, qui nous ont aidés financièrement, matériellement, moralement aussi.
Et puis, un grand merci aussi à tous les téléspectateurs. Et puis, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui souhaitent nous rejoindre pour nous renforcer. Bien. Jean-Jacques, merci. Mais en tout cas, merci à vous, messieurs, dames. Merci vraiment. Puisque c'est vrai qu'à travers la télévision, eh bien, de chez eux, eh bien, il y a des gens qui peut-être n'avaient peut-être pas compris grand-chose. Et puis comme ça, là, en débat simple, eh bien, ils arrivent à faire la part des choses et puis se dire ah oui, c'est vrai, peut-être qu'on a une nouvelle offre politique et pourquoi pas. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et sur ça, je vous remercie. Merci Hervé. Pardon. Merci Hervé pour la réalisation. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans les bois de Jésus. À très vite sur Zouk Télévision. Bye bye. Bond. James Bond. I expect you